Bonjour, je suis Capucine et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. À travers ce podcast, j'ai choisi de donner la parole à celles qui sont souvent lésées dans les médias, les dites minorités de genre et plus particulièrement les femmes. À chaque épisode, j'accueille une invitée pour qu'elle vienne nous raconter son histoire tout en diffusant un précieux message d'espoir. C'est le dernier épisode de la saison 3 de ce podcast et pour cette raison, il se devait d'être un peu différent de d'habitude. Aujourd'hui, j'ai donc tendu le micro à ma maman Virginie pour qu'elle vienne raconter son histoire, ou plutôt ses histoires de maternité. Vous allez le découvrir dans cet épisode. Virginie a d'abord été une maman biologique en donnant naissance à moi-même puis à ma petite sœur, mais elle a toujours eu le rêve d'adopter un enfant dans un autre pays. Elle raconte alors son parcours vers l'adoption de mon petit frère en Éthiopie, les différentes étapes, les difficultés rencontrées, mais aussi et surtout le bonheur de devenir mère autrement. Dans une seconde partie de l'épisode, elle raconte une troisième forme de maternité un peu particulière, la maternité d'accueil. Après 20 ans en tant que professeure des écoles, Virginie a en effet décidé de devenir assistante familiale pour accueillir des enfants chez elle. Elle nous raconte son cheminement vers ce choix, mais aussi le parcours nécessaire pour devenir famille d'accueil. Elle nous parle de deux formes d'accueil qu'elle a expérimentées, l'accueil thérapeutique à la semaine d'un enfant suivi par un hôpital et l'accueil permanent d'un bébé placé par la protection de l'enfance. Un épisode assez long donc, en vue de la diversité des sujets traités, et évidemment un peu différent puisque c'est ma propre mère que j'interviewe. Mais je suis ravie de vous inviter à le rejoindre pour découvrir ces différentes histoires de maternité. Bonne écoute! Bonjour maman! Bonjour Capucine. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va? Pas trop stressée? Si. Étonnamment. Telle mère, telle fille. Oui, bah exactement. Effectivement, on se ressemble beaucoup sur ce point-là. Alors, du coup, effectivement, je l'ai dit dans l'introduction, mais c'est ma maman que j'interviewe aujourd'hui. Donc, c'est un épisode un peu différent de d'habitude, puisque c'est un épisode où je connais déjà beaucoup de réponses, mais je vais faire comme si je ne les connaissais pas. Donc voilà, est-ce que tu peux commencer du coup à te présenter aux personnes qui nous écoutent et qui, pour le coup, ne te connaissent pas du tout? Donc je m'appelle Virginie, j'ai 47 ans et je suis la maman de Capucine, de Charlotte et de Victor. Ouais. Voilà, j'ai été professeure des écoles pendant 20 ans et puis j'ai décidé de changer de métier. J'ai fait une reconversion professionnelle pour devenir assistante familiale. OK, et donc assistante familiale, c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui, du coup, font famille d'accueil? Parce que c'est vrai que C'est c'est un mot ça. qu'on Mmh. connaît pas forcément. OK, alors, du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, ton rapport, toi, à la maternité? Depuis quand est-ce que tu sais que tu veux être, maman, par exemple? Alors moi, je crois que j'ai eu envie d'être maman, toujours en fait. Toujours? Quand j'étais petite fille, je jouais énormément à la poupée, au bébé, enfin voilà, pour moi, c'était quelque chose de normal d'être maman et j'ai toujours eu envie d'être maman, voilà, j'étais impatiente de Ouais. devenir maman. OK, et du coup, ça s'est concrétisé, à quel moment pour toi où tu t'es dit, «Ça y est, c'est le bon moment»? Et bah, déjà, fallait que je rencontre le papa, Voilà. déjà, dans un Déjà. premier temps. Donc j'ai rencontré, mon mari en 95, on s'est mariés en 96. Très rapide. Rapide, mais parce qu'on était sûrs de nous, hein, Voilà. voilà, on s'est dit: «C'est le bon». Donc voilà, je voulais terminer mes études. Alors, lui, il a 4 ans de plus que moi, donc forcément, il était aussi, impatient d'avoir un bébé. Mais voilà, moi, je voulais terminer mes études, avoir un poste de titulaire pour être tranquille aussi, de ce côté-là. Et donc dès que j'ai eu mon poste de titulaire, en fait, on a essayé de mettre en route, notre premier bébé. Voilà, parce que quand même, tu t'es mariée tôt du coup parce que tu avais 22 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, Mmh. donc elle avait mon âge. C'est Ça fait peur. ça! Donc voilà. C'était une autre époque aussi, Oui, hein, c'était il c'était y a une autre 25 époque. ans, Ouais, voilà. et donc du coup, vous avez commencé quand à peu près à essayer d'avoir un bébé? Tu avais quel âge? Alors du coup, j'ai eu mon premier poste de titulaire en 98 et j'ai dû arrêter la pilule, peut-être 6 mois après, ouais, assez vite en fait. OK, Voilà. et donc du coup, il aura fallu combien de temps, pour, me On va dire à concevoir? peu près 1 an. Ouais, à peu près Voilà, 1 an. ça a mis à peu près 1 an. Ouais. Mmh. OK, et du coup, comment ça s'est passé, cette première grossesse quand tu as vu que tu étais enceinte?
Alors, déjà, ça a mis quand même un petit peu de temps, voilà, j'étais un peu inquiète. Je me disais: «J'arriverai jamais à avoir un bébé parce que je Oui. stresse Oui, parce qu'elle toujours», n'est pas du tout voilà. fataliste. C'est ça. Donc j'étais quand même allée voir mon gynéco et tout ça, qui m'avait redonné, des petits trucs pour relancer les cycles parce que j'avais des cycles très, très irréguliers. Et puis voilà, il se passait rien. J'avais rendez-vous, chez mon gynéco au mois d'août, donc août 99, et je me suis dit: «Bon, ça fait quand même, 1 mois que j'ai rien eu, je vais quand même faire un test de grossesse avant d'aller, le voir. On ne sait jamais, On à tout verra. hasard». Et incroyable, le test était positif. Donc là, OK. j'étais hyper heureuse. Donc voilà, c'était tout récent. Du coup, ça devait dater de 3 semaines à peu Mmh. près. Enfin, voilà. Mais j'étais super contente. Et donc, je suis allée chez mon gynéco, non pas pour lui dire bah, ça ne marche pas, mais pour Mmh. lui dire ah, je crois que c'est bon. Ouais, ça y est, ça a Donc marché. voilà. OK, et donc du coup, comment ça s'est passé ta première grossesse? Et ben ça s'est bien passé. Après, moi, je suis quelqu'un de très anxieuse, donc Mmh. forcément, j'étais très anxieuse tout le long de la grossesse, très inquiète au moment des échographies, voilà, pour être sûre que tout allait bien, et cetera. Mais voilà, la grossesse, globalement, s'est bien passée. J'ai pas été spécialement, malade, quelques nausées au début, mais classique. J'ai eu une grossesse, plutôt facile. J'ai travaillé, jusqu'au bout, en fait, Mmh. jusqu'à mon congé maternité, parce que j'étais plutôt en forme. Donc voilà, une grossesse plutôt chouette. J'ai su à la deuxième écho que c'était une petite fille, et c'était vraiment mon rêve d'avoir une petite fille et d'avoir une Et Capucine, bah, parce que voilà. c'était vraiment un prénom, que j'adorais. Donc voilà, j'étais super heureuse, inquiète, mais heureuse. OK, et donc du coup après, au niveau de ton accouchement, ça s'est bien passé aussi ou tu devais être très stressée, j'imagine pour ça aussi? Ouais, alors j'étais très stressée forcément. Après l'accouchement, c'est passé assez rapidement finalement parce que j'ai perdu les os, dans la nuit, et tu es arrivé à 9h42 Mmh. du matin. Donc ça a été très rapide en fait, entre l'arrivée à la maternité et ton arrivée, ça a été rapide. Après, c'est un accouchement qui s'est globalement bien passé, mais voilà, j'ai eu une péridurale qui a du coup, un peu trop bien fonctionné. Du coup, je sentais pas trop ce qui se Mmh. passait. Voilà, ça a été un petit peu compliqué, à la fin pour que tu sortes, Mmh. pour que tu arrives. Ouais. Mais voilà, tu es arrivé. On était super heureux de te voir. Tu avais plein de cheveux Ouais. partout. Tu étais Effectivement. impressionnante, hyper chevelue. Je me Ouais. suis dit: «Mais c'est pas possible, comment j'ai pu faire ça?» Mais voilà, on était très, très heureux, et super contents d'avoir notre premier bébé. OK, et du coup après par la suite, comment ça s'est passé tes premiers pas en tant que maman? Est-ce que, c'était difficile, facile? Comment ça s'est passé? Alors ça a été un peu difficile en fait, parce que moi j'étais, pourtant j'avais fait du babysitting, je m'étais occupée de d'autres bébés, mais là c'était mon bébé à moi et c'était beaucoup plus difficile. Je pense que le fait de devenir maman aussi, pour la première fois, ça voilà, forcément ça perturbe quand même un petit peu, et du coup c'était un peu difficile au début pour moi, de m'occuper de toi. J'avais peur de pas bien faire, de voilà, donc j'étais un petit peu stressée. Le papa beaucoup moins, hein, lui il était très à l'aise, avec toi, donc voilà, mais bon ça s'est fait, et voilà, et on t'a ramené à la maison, tout content. OK, et du coup après, comment ça s'est passé une fois que j'étais à la maison? Parce que du coup là, il y avait plus l'ambiance de la maternité un peu pour, surplomber le truc. Et du coup pour toi, comment ça s'est passé de te retrouver un peu, livrée à toi-même? Alors c'est vrai qu'à la maternité, c'est quand même très confortable parce Mmh. que, on est super chouchouté quand même, et puis on a tout le temps quelqu'un, si on a une question, voilà, on a tout le temps quelqu'un. Après à la maison, ça a été parce qu'il se trouve que Pascal, donc à ce moment-là, faisait des suppléances, et au moment où tu es née, il avait pas de suppléance. Donc il a été aussi à la maison, un bon moment avec moi. Puis après, donc tu es arrivée au mois de mai, je crois qu'il a pas dû retravailler avant les vacances d'été. Donc voilà, on a vraiment été, longtemps Tranquille. tous les 3. Donc Mmh. ça, c'était très bien pour les premiers
vraiment les premières semaines avec toi. Donc ça a été, hein, voilà, on a appris notre rôle de parents tous les deux en fait. Hein, comme je n'allaitais pas, on donnait le biberon chacun notre tour. Enfin voilà, ça s'est bien passé. Hein, c'est des bons souvenirs, hein, tous ces moments de première découverte. D'ailleurs, on t'a beaucoup photographié, Mmh. beaucoup prise en vidéo. C'est vrai, il y en a des tonnes, ouais. Voilà, on était un petit peu en admiration quand même hein, devant cette petite chose. Ouais, cette créature poilue. Exactement. OK et donc du coup, par la suite, tu as voulu avoir, un autre enfant. Est-ce que déjà pour toi, c'était, évident de vouloir avoir, plusieurs enfants? Oui, bah, moi de toute façon dès le départ, j'en voulais, au moins 3. Mmh. Voilà, Au 3 moins 3. enfants, c'était un petit peu, mon idée, depuis que j'étais ado, je vais dire, voilà, j'avais toujours envie d'en avoir 3. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc oui, assez vite quand même, après on s'est laissé le temps aussi parce qu'on voulait pas non plus d'un deuxième enfant tout de suite. On voulait aussi profiter, de notre premier enfant, lui donner du temps, voilà. Donc on a laissé passer un petit peu de temps. Au bout de 3 ans à peu près, j'ai à nouveau arrêté la pilule pour démarrer une deuxième grossesse, en me disant que ça allait sûrement mettre encore un petit peu de temps donc Ouais. voilà. OK et justement, ça s'est passé comment cette, 2e, mise en route? Est-ce que ça a été, plus facile ou, plus difficile que, pour moi? Alors c'était un peu pareil, hein, arrêt de pilule, des cycles hyper irréguliers. Donc là, comme j'avais déjà, comme mon gynéco m'avait déjà suivie, il avait dit: «Bah, voilà, on va pas forcément attendre, trop longtemps. Je vais vous donner un petit traitement juste pour régulariser les cycles, en Mmh. fait et puis voilà, pour savoir exactement à quel moment, il y a une ovulation». Donc on avait surveillé, le moment d'ovulation et voilà, on a mis, Charlotte en route. Voilà, Charlotte, la deuxième. Et du coup, donc, à ce moment-là, ta 2e grossesse, est-ce qu'elle s'est passée, aussi bien que la première? Oui, oui, c'était une grossesse aussi où j'étais en forme, alors après Charlotte, elle avait déjà son caractère, hein, donc c'était une petite fille qui grandissait pas trop au début, qui était un petit peu petite, donc on a fait un peu plus de surveillance, pour elle et puis elle voulait pas se retourner. Mmh. Elle était dans le mauvais sens, donc mon gynéco m'avait dit: «Bon, bah, c'est soit une césarienne, soit j'arrive à la retourner». Donc il l'avait retournée. Elle nous avait fait des petites frayeurs parce que du coup son rythme cardiaque, s'était un peu, ralenti, au moment, où il avait fallu la Mmh. retourner et cetera. Mais voilà, à part ça, c'était une grossesse aussi, qui s'est bien passée, où j'étais en forme, enfin rien de particulier. Mmh et du coup, l'accouchement, ça a fonctionné aussi par voie basse, Ouais, donc accouchement différent là du coup parce que déjà c'était le deuxième, donc je savais déjà un peu mieux comment ça se Mmh. passait. Pareil, j'ai perdu les os pendant la nuit, elle est arrivée à 9h44. Très ponctuel, vraiment, ouais. Donc voilà et hem et voilà, c'était un accouchement, alors, moi j'ai préféré cet accouchement parce que, du coup, j'ai eu une péridurale, mais très, très tard parce que je supportais, très bien la douleur et donc au moment où j'ai demandé la péridurale, en fait, c'était trop tard. Donc ils l'ont posée quand même, mais elle a pas eu le temps de fonctionner et Charlotte est arrivée très vite. Donc du coup, c'est vrai que c'est un accouchement que j'ai préféré dans le sens où j'ai vraiment, tout senti, ce qui se Mmh. passait. Enfin voilà, si j'avais accouché une troisième fois, je pense que j'aurais fait sans péridurale du tout Ouais. parce que, voilà, j'ai préféré cet accouchement-là où j'avais vraiment l'impression d'être, actrice, de ce qui se passait et de vraiment sentir mon bébé, arriver. Mmh. Donc voilà, un super accouchement. Contrairement à toi, j'ai eu Charlotte, tout de suite sur moi, alors que toi, bah, c'était 4 ans auparavant, les protocoles étaient pas les mêmes, voilà, tu avais été, d'abord, lavée, pesée, mesurée, habillée avant Ah ouais, de c'est venir fou. Ouais, il avec y avait moi. pas du tout le pot à pot et tout Pas ça, du ouais. tout, Mmh. il y a pas eu du tout de peau à peau. Tandis que Charlotte, ils me l'ont mise tout de suite sur moi et elle Mmh. a dû rester, 1 heure sur moi comme ça, avant Ouais. d'être, pesée, mesurée, donc il y a vraiment eu ce moment-là qui était chouette. Donc non, un accouchement super. J'ai OK. vraiment un bon souvenir. Et du coup, est-ce que c'était une évidence pour toi de vouloir, que 2 enfants biologiques? Ou est-ce qu'à ce moment-là, tu te disais peut-être que le troisième on remettra en route, de cette façon-là? Non, alors vraiment, moi dès le départ, de toute façon, depuis, je dirais depuis mes 10-12 ans, j'avais toujours en tête, d'adopter un enfant. C'était vraiment quelque chose,
que j'avais en tête. Je ne sais pas pourquoi. Mmh. Enfin si, je pense, je sais un peu, mais et du coup, moi, dans ma tête, je voulais avoir 2 enfants et adopter le troisième. C'était un petit peu ça, sachant que voilà, même si mes grossesses se sont bien passées, c'est pas forcément des moments, que j'ai aimés parce que j'étais très inquiète. J'avais toujours peur, qu'il arrive quelque chose au bébé, que ça n'aille pas, donc c'était quand même des moments où j'étais un petit peu angoissée. Donc voilà, puis j'avais vraiment envie de connaître cette expérience-là aussi de devenir parent d'une autre manière, en Mmh. fait. Ouais, et du coup, pourquoi, à ton avis, tu avais, cette envie-là d'adopter, un enfant? Alors je pense que ça remonte, à quand j'avais une dizaine d'années. Enfin, je pense qu'il y a un événement qui m'a vraiment, donné envie. Donc quand j'avais une dizaine d'années, j'avais heu, une copine qui avait déjà une grande famille. Enfin voilà, c'était des parents, hem, très pratiquants, qui avaient une grande famille. C'était une copine de catéchisme, hein, Mmh. donc voilà. Et du coup, ces parents-là avaient adopté un petit garçon, d'origine, africaine, je ne sais pas quel pays, mais je me souviens toujours, du jour où elle nous a présenté son petit frère, en fait, Mmh. et c'était un tout petit bébé, voilà, et je me suis dit, «Oh, j'adore». Ouais. Enfin, voilà, et je me suis dit: «Mais voilà, moi, c'est ça que je veux plus tard, je veux aussi aller chercher un bébé comme ça au bout du monde, et le ramener», et voilà. Donc je pense que c'est un peu ça l'élément, déclencheur, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée. Et après, voilà, c'est quelque chose, auquel j'ai pensé, tout le temps, et dès que j'ai rencontré, mon futur mari, dès qu'on a commencé à parler d'enfants, je lui ai dit, «Tu sais, voilà, j'ai envie d'en avoir, à nous, enfin d'essayer en tout cas, Mmh. d'en avoir à nous, mais j'ai très, très, très envie, d'adopter». Et voilà, il était d'accord, donc j'ai dit: «OK, Ouais. c'est le bon, Ouais, c'était un peu un test, ouais, justement, je prends». c'est ce que j'allais te demander si, enfin, ce qu'il en avait pensé papa, lui, parce que c'était pas forcément dans ses idées de base. Non, c'était pas forcément dans ses idées de base. Après, il a dit tout de suite: «Bah, ouais, OK». Il est pas très difficile à Non, convaincre, d'une pas manière trop. générale. Voilà, après lui, il était d'accord aussi sur le fait qu'il voulait, avoir des enfants, biologiques aussi. Voilà, mais après il a dit: «Bah, oui, pourquoi pas, on verra». Mais en OK. tout cas, il était pas du tout, opposé, à l'idée. OK, et du coup, toi, quand est-ce que tu as commencé à vraiment te renseigner sur l'adoption? Oh bah, je pense que j'ai commencé à me renseigner, quand j'avais, déjà 20-21 ans, déjà même avant de rencontrer mon futur mari. Je lisais des articles, je regardais, quand il y avait des reportages ou des documentaires à la télé sur l'adoption, je regardais tout le Mmh. temps, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Après, je me suis vraiment, documentée, très, très concrètement, on va dire à la naissance de Charlotte, en fait. Parce que c'est à la naissance de Charlotte qu'on a dit: «Bon, bah, voilà, on a eu nos 2 filles, on est super contents, super heureux d'avoir eu nos 2 filles, elles vont bien, elles sont en bonne santé, elles sont super. Bon, bah, maintenant, on va se lancer dans l'adoption». On savait que ça prenait beaucoup de temps aussi. Donc voilà, c'est vraiment au moment de la naissance de Charlotte que j'ai commencé à me renseigner, de manière, plus concrète, et on a vraiment démarré les démarches quand elle avait 18 mois. Mmh. OK, et du coup, à ce moment-là, toi, tu avais déjà, une idée de pays en particulier? Tu savais, dans quel endroit du monde? Enfin, est-ce que tu voulais adopter, en France, à l'étranger absolument? Quel type de pays? Est-ce que tu savais déjà tout ça? Alors déjà, pas en France, parce que, on sait qu'il y a très, très peu de pupilles de l'État adoptables en France, qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de couples qui sont en attente, et notamment des couples qui n'ont pas du tout d'enfants. Donc déjà, c'était pas en France. Voilà, on laissait vraiment, et puis on savait que nous, on avait déjà 2 enfants biologiques, qu'on serait absolument pas prioritaires, donc c'était pas du tout. Ou alors on savait qu'en France, on aurait pu adopter un enfant, en situation de handicap, ce qui n'était pas forcément non plus notre projet. Donc déjà, on avait laissé tomber la France. Sachant que par contre, l'adoption en France est entièrement gratuite, OK. contrairement à l'adoption à l'étranger. Mais on avait, laissé tomber, c'était pas du tout notre projet. Donc après, on était ouvert à peu près à tous les pays, sachant que moi, j'avais quand même une préférence. Enfin, moi, mon cœur me disait: «Mais de toute façon, ce sera,
un petit bébé chocolat Mmh. qui viendra à la maison. D'Afrique. C'était évident, voilà. Pour moi, c'était vraiment l'Afrique. Alors ça, je ne peux pas dire pourquoi. Est-ce que c'est aussi l'expérience de ma copine de 10 ans qui, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment ça. Maintenant, j'avais mis ça dans un coin de ma tête, mais je savais que l'adoption était difficile et qu'il fallait pas que je m'arrête non plus à un continent. Donc en fait, on a fait un petit peu le tour de tous les continents, tous les pays qui étaient ouverts à l'adoption, sachant que quand on est déjà parent biologique, il y a aussi plein de pays qui ne sont pas ouverts, Mmh. en fait. Par exemple, la Chine, c'est un pays où si on a déjà des enfants biologiques, c'est même pas la peine d'essayer. Enfin, en tout cas, au moment où on l'a fait, maintenant, je pense que bon, l'adoption évolue tout le temps, les conditions d'adoption évoluent tout le temps, donc je ne sais pas où en est la Chine actuellement, mais en tout cas, nous, au moment où on a lancé l'adoption, la Chine, c'était même pas la peine. On savait qu'avec des enfants biologiques, c'était pas possible. Après, il y avait tous les pays de l'Est, et là, très honnêtement, c'était pas, enfin, on n'avait pas assez confiance, je Mmh. pense. On savait que dans les pays de l'Est, il y avait quand même plein d'enfants qui avaient vécu des choses très, très, très difficiles, et l'adoption là-bas nous paraissait compliquée. Donc, Mmh. c'était pas non plus ce qui nous convenait. Pourquoi du coup c'était compliqué dans ces pays-là? Alors, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont vécu des choses compliquées dans les orphelinats, des enfants qui souffrent d'hospitalisme, qui ont été longtemps un peu laissés voilà, tout seuls. Alors, c'est pas tous les orphelinats, faut pas généraliser non plus, mais c'est vrai que j'avais lu quand même beaucoup de choses sur des enfants qui arrivaient des pays de l'Est et qui avaient quand même des pathologies particulières, alors des fois liées aussi à l'alcoolisme fœtal, Mmh. des choses comme ça. Voilà, ça me faisait un peu peur. Alors, je veux pas généraliser non plus, hein, parce qu'il y a plein d'enfants qui sont arrivés des pays de l'Est en très bonne santé, qui vont bien. Voilà, J'ai mais un c'est ami vrai. qui vient d'Ukraine d'ailleurs, qui a Voilà, été adopté d'Ukraine, exactement. ouais. Mais disons que voilà, c'était une destination, moi, qui me faisait un peu peur, qui me rassurait moins. Donc après, on était restés, nous, en fait, ce qui nous correspondait, c'était bah, soit les pays d'Afrique, hein, parce qu'il y en avait quand même pas mal qui étaient ouverts aux parents déjà parents, soit le continent américain, enfin l'Amérique du Sud, notamment le Brésil, Mmh. qui était ouvert aussi aux parents biologiques. Donc voilà, on avait plutôt ces pays-là en vue. Sachant qu'au Brésil, c'était très souvent quand même des fratries OK. qui étaient confiées. Et bah, nous, on ne voulait pas non plus s'engager Oui. dans l'adoption de 3 enfants d'un coup, Oui, vu voilà. qu'on en avait déjà 2. Ouais. Heu, donc voilà, mais en tout cas, c'était un petit peu les pays qui étaient ouverts déjà Mmh. aux parents biologiques. OK, et donc du coup après vous avez fait comment votre choix, du coup pour le pays, où vous alliez, aller? Alors, bah, du coup, donc déjà, on a demandé l'agrément. Donc, il y a toute la démarche d'agrément aussi qui est quand même assez longue, donc qui permet aussi de prendre un petit peu le temps de découvrir comment ça fonctionne. Et donc, après, une fois qu'on a l'agrément, en fait, on peut contacter. Alors, il y a plusieurs façons d'adopter. On peut soit aller directement dans les pays et faire des démarches en individuel, en fait, contacter les orphelinats, prendre un avocat, voilà, faire des démarches en individuel. Ou alors, il y a les OAA, donc ce sont les organismes autorisés pour l'adoption, qui, eux, prennent tout en charge, en fait. Mais ce qui est hyper difficile, c'est d'être accepté par un OK. OAA. Donc, une fois qu'on a eu notre agrément, moi, j'ai envoyé des courriers à plein d'OA, je ne sais pas, une quinzaine Mmh. peut-être, donc des organismes qui travaillaient notamment avec l'Éthiopie, puisque l'Éthiopie était vraiment un des pays qui était le plus ouvert aux parents déjà parents. Donc, j'ai dû envoyer à 4-5 OA qui travaillaient avec l'Éthiopie. J'avais envoyé aussi, il me semble, donc à plusieurs OA qui travaillaient aussi avec toute l'Amérique Du du sud? Sud. Et il me semble que j'en avais envoyé quand même un en Chine, à tout hasard. Et j'avais envoyé aussi pour la Thaïlande. Je me Mmh. souviens que j'avais aussi envoyé une demande pour un OA qui travaillait avec la Thaïlande. Donc voilà, j'ai envoyé plein, plein, plein de courriers.
et je ne recevais que des réponses négatives. OK. Et juste avant qu'on continue là-dessus, est-ce que tu peux, parce que c'est vrai que j'ai passé l'étape de l'agrément, expliquer un peu comment ça se passe cette demande d'agrément, parce que du coup, c'est vraiment la première étape qui au final est commune à toutes les adoptions. Oui. Mmh. Donc comment ça se passe? Comment on fait la demande? Comment ça se présente? Donc en fait, au départ, il faut contacter le conseil départemental. Donc on envoie un courrier, hein, au service adoption, en fait, en disant voilà, j'ai un projet d'adoption. Donc premier courrier envoyé. Suite à ce courrier, on reçoit un courrier nous proposant des réunions d'information. Donc on a, je ne sais plus, 2 ou 3 réunions d'information où on doit être présent. Donc ça, c'est des réunions avec des responsables de la PMI qui travaillent pour le service adoption. Et donc on se retrouve à plusieurs couples, tous, voilà, dans le même, projet. Donc on explique un petit peu notre projet et puis en fait, les personnes, du service adoption nous donnent, plein d'informations sur l'adoption, nous découragent aussi un peu, hein, nous Ouais. disent que c'est très difficile, que c'est pas parce qu'on aura l'agrément que notre projet aboutira. Qu'il y a beaucoup d'agréments donnés, enfin que déjà tout le monde n'a pas l'agrément, qu'ensuite une fois qu'on a l'agrément, il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas d'enfants, même après un agrément. Donc voilà, ils nous découragent quand même un peu, ils nous donnent des chiffres, des pourcentages, on se dit: «Ah, ah, ah, ah». Mmh. Et ils insistent sur le fait que quand en plus on est déjà parent biologique, les chances sont encore, Ouais. moindres. Donc voilà, après c'est des réunions qui sont quand même intéressantes parce qu'on échange avec d'autres parents et puis voilà, on peut poser plein de questions, ils nous orientent un peu vers, les pays, voilà, au moment où on fait les démarches d'adoption. Parce que comme l'adoption change tout le temps, il y a tout le temps des modifications, des autorisations, qui changent et cetera, dans les pays. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir exactement au moment où on passe l'agrément, savoir exactement quel pays est ouvert, lequel risque de fermer, voilà. Euh, ah oui, dans les pays aussi, dans les OA, j'avais contacté aussi des OA qui travaillaient avec Haïti. Parce que OK. Haïti, c'était aussi à ce moment-là un pays où il y avait énormément d'adoptions. J'ai Mmh. oublié tout à l'heure. C'était avant, oui, pourtant c'était avant qu'il y ait le C'était juste tremblement avant. de terre là? Ouais, Ouais. ouais. OK. Donc voilà, donc il y a il me semble que c'était 3 réunions, donc au conseil départemental et suite à ces 3 réunions, ils nous donnent un dossier à remplir. Donc c'est un dossier CERFA, voilà, classique, on donne plein d'informations, sur nous, notre vie, nos revenus, notre maison, enfin voilà, plein d'informations. On dépose ce dossier et ensuite on attend que les travailleurs sociaux nous contactent pour, des rencontres. Donc il y a plusieurs rencontres. Alors honnêtement, je ne me souviens plus exactement, mais je vais dire à peu près, 3 ou 4 rencontres. Donc il y en a avec l'assistante sociale. Donc l'assistante sociale, elle vient à notre domicile pour visiter aussi la maison, voir si ça convient pour l'accueil d'un enfant, si toutes les règles de sécurité sont Aux bonnes, normes, ouais. voilà, conformes, et cetera. Si c'est pas le cas, elle nous dit: «Ah là, faudrait faire attention à ça». Bon, voilà. Et puis, on rencontre aussi une psychologue. Donc, la psychologue, on la voit une fois en couple, une fois chacun de notre côté. Et comme nous, on avait des enfants, nos enfants aussi ont rencontré la psychologue. Donc, comme vous étiez encore un peu petite, puisque Charlotte devait avoir 2 ans à peu près au moment de la rencontre, hein, donc elle était vraiment petite, toi tu en avais 6, vous aviez rencontré la psychologue toutes les deux. Mmh. Voilà, ensemble. Et Je vous m'en avez souviens pas plus vu, trop. voilà, et vous avez pas vu chacune votre tour et vous avez vu toutes les deux ensemble parce que vous étiez petites. Voilà, et puis donc suite à ça, il y a une commission. Donc au bout de 9 mois à peu près, hein, c'est à peu près le délai qui est donné pour un agrément. Donc il y a une commission, donc on passe en commission et on nous dit si ils acceptent ou pas l'agrément. Donc il faut dire aussi que pendant le passage de l'agrément, et ça c'est hyper intéressant je trouve, on travaille beaucoup avec l'assistante sociale et avec la psychologue sur sur l'enfant qu'on souhaite accueillir, en fait. En fait, il nous aide à définir un petit peu le profil de cet enfant. Est-ce qu'on accepte certaines maladies? Est-ce qu'on accepte, je sais pas, par exemple, un enfant né d'un viol? Enfin voilà, on aborde vraiment des choses très très précises en fait. Et puis, il nous pose beaucoup de questions sur
sur comment est-ce qu'on va faire pour accepter cet enfant avec son passé, avec toutes les choses très difficiles qu'il peut avoir connues. Et puis on travaille aussi sur l'âge de l'enfant. Puisque, bon, moi, dans mon idée, c'était quand même le plus jeune possible. Moi, je voulais encore pouponner un peu. Et puis voilà, Charlotte avait 2 ans. Donc, Ouais. moi, je ne me voyais pas accueillir un enfant grand. Donc voilà, moi, dans mon idée, c'était vraiment un enfant de moins de 2 ans. Donc au début, c'est ce qu'on avait mis sur notre agrément. Après, on a été obligé de modifier un peu cet agrément parce que les OA ne nous acceptaient pas, parce que justement, on avait demandé un enfant trop petit. Ouais. Donc voilà, donc tout l'agrément se passe et donc après on a donc la réponse du conseil départemental qui nous dit bon bah voilà, ok, c'est bon, vous avez votre agrément, et donc on a une notice d'agrément avec justement l'âge souhaité de l'enfant. S'il y a un sexe souhaité, on peut aussi le mettre. Nous, on n'avait pas mis de choix par rapport à Ok. ça. On avait dit un enfant de moins de 2 ans. C'était voilà notre premier agrément parce que Charlotte était Mm. encore petite aussi. Donc voilà, une fois qu'on a l'agrément, c'est là que du coup, on essaye de contacter les OAA. Ouais. Et où là, du coup, c'était que des Et refus. c'était que des refus. Ça a mis énormément de temps en fait, Mm. puisque du coup, alors que je me souvienne dans mes dates, on a dû commencer la démarche d'adoption en 2006. C'est ça, fin août 2006, j'ai envoyé mon courrier au conseil départemental. Donc, on a eu l'agrément, il me semble, en août 2007, août ou septembre 2007. Voilà, pile un an après. Et donc, toute l'année, en fait, toute l'année scolaire, là, 2007-2008, c'est là que j'ai envoyé des courriers aux OAA et où je n'avais que des réponses négatives. Tous les OA qui me répondaient me disaient soit bah non, soit vous êtes trop vieux pour un enfant de moins de 2 ans, on ne veut pas de vous, ou enfin ça correspond pas, ou vous avez déjà des enfants biologiques, donc c'est non. Bon voilà. Donc c'était quand même un petit peu décourageant. Du coup, on a au bout de 2 ans, 2 ans après l'agrément, on a refait une demande de modification d'agrément au niveau du conseil départemental. Donc, on a revu non, que l'assistante sociale peut-être, pour modifier l'âge qui était sur notre agrément, qui du coup était un peu, qui nous empêchait de trouver un OA. Donc, on a modifié l'âge et il me semble qu'on a mis maximum 4 ans. Un enfant jusqu'à 4 ans, je crois. Ok. Et on a précisé le plus jeune possible, quand même, parce Ouais. qu'on peut faire cette précision-là. Sachant que quand on met sur un agrément un enfant jusqu'à 4 ans, ça veut dire qu'il peut avoir 5 ans moins un jour. Ok. Voilà. Oui, c'est vraiment jouer sur la limite. C'est ça. Donc, bon, moi, ça m'inquiétait un peu quand même. Mais on s'est dit, voilà, allez, on change et puis on retente. Du coup, on a réécrit aux OAA, enfin, j'ai réécrit aux OAA en leur disant, voilà, on a modifié notre agrément parce que nos filles grandissent aussi. Voilà, Charlotte grandissait aussi. Donc on a dit, voilà, maintenant on veut quand même que l'enfant soit plus jeune que Charlotte. De toute façon, ça, c'était vraiment ce qu'on souhaitait. Donc j'ai eu un OAA qui m'a répondu en disant, on peut peut-être vous proposer, enfin on peut accepter votre dossier si vous acceptez qu'on vous propose un enfant entre vos 2 filles. Et ça, nous, on a dit non. C'est pas ce qu'on veut, ça perturberait la fratrie. Non, c'était pas notre projet. Donc on a refusé. Et ça, c'était pour un OA dans quel pays? C'était pour l'Éthiopie aussi. Ok. C'était un OA pour l'Éthiopie. Donc on a dit non. Il y a des OA qui nous ont aussi dit on peut peut-être étudier votre dossier si vous acceptez un enfant avec un handicap lourd. Et ça, on a dit non. Nous, on était prêts à accepter un enfant qui aurait un handicap léger ou qui aurait une hépatite. J'avais beaucoup étudié le sujet parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui arrivent à l'adoption avec des hépatites B. Voilà, je me disais que si on faisait attention, si on était vacciné, il y avait peu de risques en fait. Donc voilà, ça on avait mis oui, mais pas handicap lourd. C'était pas notre projet. Mais voilà, les OA, ils essayent et puis ils se disent, bah voilà, ils ont déjà des enfants, on va essayer, c'est normal, hein, voilà, ils ont aussi beaucoup d'enfants adoptables, hein, on comprend, c'est difficile. Mais c'était pas notre projet. Et puis on a eu enfin l'OAA
merveilleux qui nous a acceptés. Donc, on a reçu un jour une grosse enveloppe. Et quand j'ai vu cette grosse enveloppe, je me suis dit, ah, peut-être, peut-être. Ouais. Donc ça devait être, je crois que c'était en février ou mars 2009. Ouais, c'est ça. Ok. Donc cette grosse enveloppe, c'était donc l'OAA COTS qui nous envoyait un dossier en nous disant, voilà, on peut peut-être vous suivre, enfin accepter votre dossier, mais il va falloir qu'on vous connaisse davantage. Donc on avait en fait tout un dossier à remplir que j'ai rempli immédiatement, que j'ai renvoyé immédiatement Ouais. parce que je ne voulais pas perdre de temps. Et voilà, on savait qu'après, on aurait des entretiens avec cette OAA, en fait, pour voir si on était accepté ou pas. Donc, on a renvoyé ce dossier et suite au renvoi du dossier, ils nous ont dit « Ok, on veut bien vous rencontrer ». Donc déjà, mais c'est un espoir énorme, en fait, quand on en arrive là. Parce qu'on n'avait eu que des refus, mais des dizaines de courriers de refus, quoi. Donc, là, on se dit, c'est un petit espoir. Petit parce que, voilà, on sait qu'il y a des entretiens et qu'on a toujours le risque d'être refusé, mais c'était quand même un espoir. Donc, on a eu, je ne sais plus, je crois, 2 entretiens avec cette OAA qui était basée sur Le Mans. Donc, voilà, vous étiez allé chez vos grands-parents pendant ces 2 entretiens-là, je me souviens, vous avez laissé. Donc, une fois avec une psychologue et puis une fois avec la présidente de l'association. Et puis voilà, les entretiens se sont très très bien passés. Ils nous ont dit, on vous donnera une réponse au mois de juin. Et au mois de juin, on a eu un coup de téléphone pour nous dire, c'est bon, on vous accepte. Donc, à partir du moment où on est accepté par un OA, on sait que notre projet aboutira. Sauf, voilà, problème exceptionnel. Mais en tout cas, en général, quand on est accepté, on sait que notre projet aboutira. Donc là, on était en quelle année? 2009? Là, on était en juin 2009. Voilà. Donc, on refait encore des dossiers, etc. Puisque, en fait, eux, ils préparent tout le dossier qu'ils vont envoyer en Éthiopie. Voilà. Et donc, il me semble que sur le dossier, ils avaient mis un enfant entre 2 et 4 ans, je crois. Ok. Voilà. Parce que c'est ce qui correspondait aussi à nos âges, même si on n'était quand même pas si vieux. Oui, du coup, vous aviez quel âge à ce moment-là? Alors, faut que je calcule. En 2009, papa, il avait 39 ans. Ouais, c'est Et ça. toi, du et donc, coup, moi, 35. ouais, 35. 35, c'est ça. Donc voilà, on n'était pas très vieux, mais on était quand même considéré un peu vieux pour avoir un bébé. Donc voilà, notre dossier part en Éthiopie, du coup, et après, on attend. Et ça, c'est super long, en fait, parce que on sait que notre dossier est en Éthiopie, on sait qu'ils attendent, en fait, qu'il y ait un enfant. Alors, du coup, ce qui est vraiment important dans l'adoption aussi, c'est qu'ils ne cherchent pas un enfant pour une famille, mais vraiment une famille pour un enfant. C'est-à-dire qu'il fallait attendre qu'ils accueillent à l'orphelinat un enfant qui allait, pour lequel notre famille allait correspondre, en fait. Donc voilà, donc ça prend du temps. Oui, juste sur le dossier de l'OAA, ils avaient noté de préférence un petit garçon. C'est pas nous qui l'avions spécialement demandé, mais la présidente de l'association nous avait demandé ce qu'on en pensait et elle avait dit, voilà, moi je trouve qu'après 2 petites filles, un petit garçon, ce sera bien parce que, il aura aussi sa place, du coup, une place différente de petit garçon. Enfin voilà, elle trouvait que ça correspondait bien et nous, on était hyper d'accord, bien sûr, parce que même si on ne disait pas qu'on avait une préférence, moi, j'avais quand même une préférence et j'avais quand même très envie d'avoir un petit garçon. Donc voilà, notre dossier est parti en Éthiopie et donc là, on a attendu de longs mois et puisque le coup de téléphone est arrivé en avril 2010, donc presque encore 8 mois, 8-9 mois après l'acceptation
de l'OA. Mmh. Ouais, alors on va revenir après à ce coup de téléphone. J'avais eu une question d'une abonnée qui est très intéressée aussi par l'adoption pour plus tard et qui demandait comment est-ce qu'on peut être sûr de pas tomber sur un organisme frauduleux justement qui va pas du tout nous aider, qui va essayer de nous récupérer de l'argent et au final de nous mener à rien? Alors justement, il faut vraiment faire confiance au site du gouvernement, en fait, parce que tous ces OAA sont vraiment autorisés par par l'État français. Donc si ce sont des organismes autorisés à l'adoption, on n'a pas de risque, en fait, en général. C'est quand même des organismes qui sont vérifiés, qui sont... voilà, il y a pas de souci. Après, c'est vrai on a beaucoup plus de risques si on veut adopter en individuel. Et là, on peut tomber sur des avocats qui sont pas honnêtes, qui vont nous prendre de l'argent. Mmh. Mais en général, quand on passe par un OA, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a l'AFA aussi, dont je n'ai pas parlé, parce que c'était le tout début, il me semble, au début où nous, on a adopté. Donc, c'est l'Agence française de l'adoption. Et là, c'est pareil, si on passe par eux, c'est quand même très sûr. Ouais. Voilà. Mais ça, il ne faut pas hésiter aussi à redemander aux personnes du service adoption de la PMI qui sont là vraiment pour nous conseiller au niveau des OA et nous dire voilà, là, celui-là, vous pouvez y aller en toute confiance, il n'y a pas de problème. Voilà, ils sont vraiment là pour nous aider. Et puis, alors bon, c'était il y a déjà un petit moment, donc peut-être il y a moins de forums sur le net qu'avant, ça fonctionne peut-être moins pareil. Mais en tout cas, à ce moment-là, il y avait énormément de forums adoption. Et donc, on se donnait aussi beaucoup d'informations entre parents futurs adoptants. Donc, on prenait vraiment des infos à droite, à gauche. Mais voilà, enfin, il faut vraiment demander à la PMI. C'est eux qui savent vers qui on peut se tourner pour être tranquille et OK. savoir qu'on va pas. Et c'est vrai qu'avec un OA, les choses sont très très claires. Enfin, au niveau argent, on sait exactement combien on va verser, à quoi ça va servir. Donc, à payer l'avocat, à payer, à donner de l'argent à l'orphelinat qui s'est occupé aussi de notre enfant pendant un moment. Enfin, on sait vraiment où va aller l'argent exactement. Mmh. Donc, c'est très rassurant en fait. Ouais, et ça justement aussi c'est une question quand même qui est importante parce que ça coûte du coup de l'argent Oui. quand on veut, adopter à l'étranger. Est-ce que tu saurais à peu près en tout combien est-ce que vous avez dû investir d'argent, pour mener à bien cette adoption, du début Alors, à la fin? il me semble que c'était aux alentours de 10 000 € Ouais, aux alentours à de 10 peu 000 près. €. Ouais, entre OK. 9 000 et 10 000 €. Mmh. OK, et du coup, toi et papa, sur, tout ce processus-là, avant qu'on en vienne, parce qu'on arrive vers la fin avec ce fameux, coup de Coup de téléphone, fil. avant qu'on en revienne à ça, est-ce que vous avez eu des moments de doute où vous vous êtes dit, «Bah, peut-être que c'est trop compliqué, qu'on va arrêter et qu'on va faire autrement»? Alors, des moments de doute, on en a eu forcément, parce que pendant l'agrément, les, les, les travailleurs sociaux insistent sur le fait que l'adoption, c'est difficile, qu'on accueille un enfant qui peut aller mal, qui peut bouleverser toute la famille. Donc oui, on a eu des doutes à ce niveau-là, en fait, en se disant, est-ce qu'on a raison de prendre un risque, entre guillemets, de chambouler notre famille avec l'arrivée d'un enfant qui peut-être n'ira pas bien. Voilà, on a eu des doutes, mais à chaque fois, je pense qu'on a un peu cru en notre bonne étoile aussi. Puis on s'est dit, allez, voilà, c'est ce qu'on veut. C'est vraiment, enfin, pour moi, c'était vraiment un rêve. Ouais, c'était vraiment quelque chose d'hyper important. Et en fait, je voulais pas renoncer. En fait, je voulais aller au bout. Mmh. Et à aucun moment, moi, je me suis dit, je renonce. Enfin, je voulais vraiment aller au bout du bout du bout. Et ouais, je me disais toujours, il y a forcément un moyen d'y arriver, quoi. Mmh. Mais on Ouais. a eu de la chance, hein. Je pense qu'on a eu de la chance aussi. C'est un On a, mélange de beaucoup de choses oui, sûrement, après, ouais. on a eu de la chance parce que cette OA a accepté de nous accompagner. On a eu de la chance parce que c'était encore une époque où il y avait pas mal d'adoptions à l'étranger, parce que depuis l'Éthiopie s'est fermée complètement aux adoptions. Il y avait énormément d'enfants qui arrivaient d'Éthiopie à ce moment-là. Donc Oui, voilà, c'était un peu le bon moment, c'est passé au c'était bon un moment. peu le bon Ouais, moment. ouais. Ouais. Et justement, tu parlais de doute, d'angoisse sur, le fonctionnement de la famille et cetera. Toi, à ce moment-là, est-ce que tu te rappelles comment est-ce que tu l'as annoncé à Charlotte et moi que tu voulais qu'on ait
un petit frère ou une petite sœur adoptée? Est-ce que tu t'en rappelles? Je m'en rappelle pas précisément parce que je pense que c'est quelque chose dont on vous a parlé, Tout de suite? ouais, je pense que dès qu'on a commencé les démarches, en tout cas, on vous en a parlé, on vous a dit que voilà, qu'on voulait un autre bébé ou en tout cas un autre enfant, et qu'on voulait aller le chercher, Mmh. tout fait. Ouais. Et nous, comment est-ce qu'on réagissait? Parce que c'est vrai que moi, je m'en rappelle pas du tout, mais enfin, est-ce qu'on posait des questions? Est-ce que, Alors toi, tu étais forcément plus grande, donc quand même, oui, tu as posé beaucoup de questions et tu étais hyper investie, là-dedans. Enfin, je me souviens que quand on est allé voir la psychologue, tu étais limite stressée, quoi. Tu Ah ouais? avais peur de comme d'habitude, Ouais, bah oui, bizarre. c'est pas très étonnant. Limite, tu passais un examen, quoi. Enfin, je Ouais. pense que tu voulais pas nous décevoir non plus, que tu voulais bien répondre aux questions de la dame, Ouais. que tu avais peur, que Toujours très sérieuse. ouais, toujours. Ouais. Bah, Charlotte, égale à elle-même, hein, elle Oui. était beaucoup moins En stressée, je freestyle, pense. ouais. Mais après, elle était aussi beaucoup plus petite, Ouais. donc c'était différent. Mais non, je pense que vous avez été, enfin, nous, on vous a senti partante dès le départ et bien dans la démarche. Alors, plus toi que Charlotte, parce que tu étais plus grande, Oui. forcément. Mais, mais non, à aucun moment, vous avez dit ben non, on veut pas. Et en même temps, voilà, si on avait fabriqué ce bébé, on vous aurait pas demandé votre avis Bah non oui, c'est plus. ça, ouais, Donc, c'est sûr. c'est vrai qu'une adoption, c'est un peu particulier, mais c'est une décision de parents. Mmh. C'est pas. En tout cas, on vous a jamais demandé est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aille chercher un Oui, bah autre oui, enfant. oui. Mais on vous a expliqué que c'était comme ça qu'on avait envie d'un troisième enfant et voilà, vous êtes tout de suite rentré dans le projet. Hein. Mmh. Il n'y a pas eu de souci. Et d'une manière globale, est-ce que autour de vous, vous avez eu des réactions, plus hostiles, à l'adoption dans votre entourage? Alors, je pense qu'il y a des gens qui étaient plus ou moins bienveillants Ouais. par rapport à ça, hein. On a eu un côté de famille, qui était, super heureux de cette nouvelle, très partant, voilà, qui trouvait ça chouette comme aventure et puis l'autre côté de la famille où ça a été plus compliqué. Hem, le mien, hein, en l'occurrence, hein, je Ouais. le précise, où ça a été plus compliqué, où je pense qu'ils pensaient que ça n'aboutirait pas et que quand ils se sont rendus compte que si, ça allait aboutir, ben, je crois qu'ils ont eu peur aussi, hein, je pense que c'était pas que, ouais, je pense que c'était une certaine peur aussi que ça fonctionne pas, que notre famille soit en danger, voilà, je pense qu'ils se sont dit: «Mais pourquoi prendre ce risque?» Mmh. Parce que pour eux, c'était un peu un risque, en fait. Pourquoi prendre ce risque alors que tout allait bien dans notre famille, voilà. Après au niveau, des amis, franchement, c'était plutôt positif. Après c'est vrai qu'au début des démarches, on n'en parlait pas trop autour de nous, hein. On a attendu quand même, d'avoir bien avancé, je pense qu'on a dû commencer à en parler une fois qu'on a eu l'agrément Mmh. déjà et puis, voilà, on en a vraiment parlé aux amis, quand on a été accepté par l'OA et qu'on Mmh. savait Ouais, que d'accord. Que c'était en route là. que c'était bon, que ça aboutirait. Ouais, je vois. Et du coup, si on revient, donc en avril 2010, c'est Mouais, ça? c'est ça. Où, du coup, vous avez eu le coup de fil et cetera. Mmh. Est-ce que tu peux raconter, du coup, comment ça s'est passé? Ah bah oui, ça c'est toujours un moment, magique. Ouais, Donc on était en vacances, ouais, moi je en m'en rappelle plus. très Toi, tu bien. t'en souviens parce Ouais. que tu avais, presque 10 ans, hein, Mmh. donc tu étais grande. Donc on était en vacances, sur la côte, à Argelès, il faisait très beau. Enfin, on avait passé en plus, je me souviens on avait passé une super bonne journée ce jour-là. On avait pris le bateau, on était allés à Collioure, manger une glace, enfin vraiment une très, très belle journée et donc le soir, on rentre, on mange, les filles se couchent et vers 21h à peu près, mon téléphone sonne. Donc déjà, quand le téléphone sonne à 21h, on se dit: «C'est bizarre». C'est pas forcément, une heure où on a beaucoup de coups de téléphone et donc je vois le numéro de Cots, qui s'affiche et donc voilà et donc la présidente de l'association, me dit, bah, voilà: «J'ai une très bonne nouvelle». Donc déjà quand on entend ça, Ouais, voilà, moi je me sentais, ouais. toute, mais même, enfin rien que d'y repenser quoi, c'est un moment, vraiment, magique parce qu'on l'attend ce moment en Mmh. fait. Est-ce que c'est un peu comme, quand tu apprends que tu es enceinte, au niveau des Alors c'est sensations? un peu comme quand tu apprends que tu es enceinte,
mais différemment dans le sens où tu sais que cet enfant, il existe déjà. Et tu sais pas quel âge il a au départ. Enfin, Ouais, voilà, c'est quand ça. elle te dit j'ai une très bonne nouvelle, tu te Oui. dis ok, mais comment c'est? Enfin voilà, Ouais. enfin, quel enfant? Alors que quand tu es enceinte, Oui, bon on bah sait rien, tu sais ouais. rien. Mmh. Voilà, tu sais juste qu'il y a un bébé en route, mais tu sais que ce sera un bébé. Mmh. Ouais. Mais là, tu sais qu'il va y avoir des informations qu'elle va te donner, voilà, qui vont changer ta vie en fait. Et donc, je me souviens de ce coup de téléphone. Je me souviens de très peu de choses de ce coup de téléphone, Ouais. en fait, parce que j'étais dans un état second. Donc, j'essayais d'enregistrer ce qu'elle me disait, mais je me souviens qu'au moment où j'ai raccroché, je n'arrivais plus à me souvenir du prénom de Mmh. ce petit garçon. Parce que je l'avais pas noté, voilà. Donc en fait, dans son coup de téléphone, elle donne quelques informations, mais c'est rapide. Donc elle nous a juste dit que c'était un petit garçon, que du coup il avait 20 mois au moment du coup de téléphone. Donc déjà j'étais très heureuse parce que moins de 2 ans quoi. Ouais. Donc pour moi c'était super. Donc voilà, et puis elle nous donne quelques informations sur sa vie. Et voilà, elle nous dit bon, bah, le dossier, tout son dossier va être posté demain matin. Vous le recevrez chez vous et après, vous prenez le temps pour accepter ou pas. Voilà, parce qu'on n'est pas obligé de dire oui tout de suite. On attend de consulter le dossier en fait, puisque là, elle nous donne juste quelques infos rapides. Je pense qu'elle sait aussi qu'au moment du coup de téléphone, de toute façon, on n'est pas en capacité Oui. d'enregistrer ces informations-là, Ça fait trop parce d'infos. on est dans l'émotion et enfin voilà, moi je me rappelle que je tremblais. Mmh. Je me suis dit, bah ça y est, je suis maman pour la Mmh. 3e fois. Ça y est, Ouais, il existe, trop il est bien. là. Ouais et puis après du coup je me rappelle c'est quand on est rentrés des vacances qu'on a reçu le C'est dossier. ça, Parce que je me rappelle que c'est moi qui suis allée chercher dans la boîte oui, aux lettres. Je m'en rappelle, j'étais complètement surexcitée c'est ça, et puis, après on avait ouvert le dossier et du coup on avait vu, surtout la photo. ouais. C'était surtout ça le principal et toi tu te rappelles de ce que tu as senti du coup quand tu as découvert vraiment, Mmh. quand tu as pu mettre un visage, un prénom et cetera? Alors oui, cette grosse enveloppe-là, Mmh. c'était impressionnant parce qu'on se disait: «Bah, voilà, la vie de notre 3e enfant est là». Ouais. Donc parce que pour nous, c'était déjà notre 3e enfant, hein. Enfin, dans notre tête, c'était impossible qu'on refuse, en fait. C'était déjà, et donc on a ouvert le dossier, on a vu la photo et tout de suite, j'ai dit: «Bah, ouais, c'est mon fils. Je le reconnais, en fait». Ouais, je vois. Pour moi, c'était une évidence et papa a dit, «Oh, il est beau». Ouais. C'est vrai qu'il était très beau et très mignon, sur la photo. Et voilà, et cette photo, c'est vrai on la connaît par cœur Mmh. à force de C'est l'avoir vrai. regardée. Ouais, moi je me rappelle, je l'avais amené à l'école et tout, Ouais, ouais, je me rappelle. c'était alors voilà, je vais pas dire que c'était la chose la plus importante du dossier, mais enfin, ça peut paraître bête de dire ça, mais la photo, enfin, c'est quand même hyper important parce qu'on met une image, en fait, Mmh. sur notre fils et enfin, ça paraît idiot, hein, de dire ça, mais moi, j'avais très peur de pas le trouver beau. Ouais. Bah, en C'est soi, comme quand tu accouches et tu te dis: Oui, «Ça se trouve, je vais le trouver c'est moche». ça, et en fait, c'est quelque chose qui me faisait très peur parce que justement sur les forums, tous les nouveaux parents mettaient la photo d'attribution de leur enfant et des fois les photos d'attribution, elles sont pas très belles Mmh. parce que, bah, voilà, les enfants, ils sont pas toujours très bien habillés, ils sont pas toujours mis en valeur, et des fois, bah, voilà, il y a des enfants, on me dit: «Oh, bah, je le trouve pas très beau lui». Zut. Et je me disais: «Mais si je l'aime pas, enfin si Mais je est-ce le». que c'est pas comme, au final, comme quand on accouche et que même si notre bébé est affreux, on se dit qu'il est beau quand même? Je Ça se trouve, pense. c'est un peu le même Ouais, effet, je pense. Je même pense si qu'il y a un objectivement, peu il de était ça. très beau sur la photo, Il oui, était c'est très vrai. beau, c'est vrai. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi, et je pense que finalement quand c'est le nôtre, bah, de toute façon on le trouve Mmh. beau, mais c'est vrai que j'avais cette peur-là et quand j'ai vu la photo, en fait, j'ai dit: «Bah, c'est lui. Ouais, C'est bon, c'est mon c'est bon, fils, ouais, il y je a le pas de doute. reconnais, c'est lui». Et donc ensuite, on a quand même épluché le dossier, hein, parce qu'il y avait quand même pas que la photo. Après, bon, il y a pas énormément d'informations. Alors après, je vais pas raconter la vie de Victor parce que c'est sa vie et je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'on a eu la chance, d'avoir quand même des informations sur ces Parents 20 premiers biologiques, mois ouais. du coup, puisqu'en Éthiopie, il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont trouvés
et du coup, pour eux, on a 0 information. Voilà, lui, il n'a pas été trouvé, il a été vraiment confié à l'orphelinat et du coup, on avait quelques informations sur ces 20 premiers mois et ça, c'est hyper important. Même si c'est très peu d'infos, le peu d'infos, c'est quand même un bout de sa vie et c'est important pour lui de savoir de savoir ce qui s'est passé avant d'arriver chez nous. Donc, on a eu quand même cette chance-là. Donc, voilà, il y avait ça dans le dossier. Et puis, il y avait tout un dossier médical, en fait, avec les examens médicaux qu'il avait eus. Donc, notamment, évidemment, le test de l'hépatite B, le test du sida. Voilà. Puis, les vaccins, du coup, qu'il avait reçus, puisqu'il avait eu aucun vaccin avant d'arriver à l'orphelinat. Donc, tout a été fait à son arrivée. Donc voilà, on avait toutes ces informations-là. On avait aussi quelques petites informations sur son comportement à l'orphelinat, comment il était avec les autres enfants, voilà, des petites choses comme ça. Donc ça nous permettait vraiment de nous projeter, en fait, enfin, on avait l'impression de le connaître. Ouais. Voilà. Donc évidemment, dès le jour même, on a envoyé un message à l'association en disant que oui, bien sûr, c'était notre fils et qu'on confirmait l'attribution qui nous avait été faite. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'est quoi les dernières étapes qui restent? Donc après, les dernières étapes, c'est le passage au tribunal, hein, du coup, en Éthiopie. Donc nous, on est passé à un moment juste avant un changement de loi, parce qu'après, il fallait que les parents se rendent obligatoirement au tribunal et qu'ils reviennent chercher leur enfant 2 mois après. Donc ça Ok. faisait 2 voyages. Et nous, en fait, on est passé juste avant cette loi-là. Donc on n'a pas été obligé d'aller au tribunal. Et du coup, c'est un représentant de l'association qui se rend au tribunal et qui est présent en fait pour le jugement d'adoption. Ok. Sachant que quand les enfants arrivent d'Éthiopie, ils ont déjà une adoption plénière qu'il faut après rendre officielle au niveau de la France, mais en tout cas au niveau de l'Éthiopie. Donc peut-être tu peux Voilà. expliquer ce que ça veut dire adoption plénière? C'est-à-dire qu'on rompt tous les liens avec la famille d'origine, en fait. Contrairement à une adoption simple où il peut rester des liens avec les parents ou la famille d'origine. Là, tous les liens sont rompus. Et voilà, sachant que là, c'était donc la famille biologique qui avait autorisé cette adoption, hein, bien sûr. Ils Oui, signent oui. des papiers pour dire, nous, on veut que cet enfant, parce qu'on ne peut pas le prendre en charge, on ne peut pas s'en occuper, on veut qu'il soit adopté. Donc tous les papiers sont en règle, sont signés. Voilà, les choses normalement. En tout cas, Nous, on on a n'a pas eu de confiance. problème. On n'a pas eu de problème. Ouais. Et donc après, donc ce jugement-là a été fait et ensuite Voilà, du donc ça, coup, c'était à peu près vers le mois de mai. Donc on OK. attendait quand même parce qu'on sait que jusqu'au passage du tribunal, on sait qu'il peut y avoir un changement enfin voilà, que la famille biologique peut revenir sur sa décision et reprendre l'enfant, ce qui n'a pas été le cas, mais on sait que ça peut. Donc jusqu'au passage du tribunal, on était quand même un petit peu Angoissée. angoissés, voilà, même si l'association nous avait bien rassurés hein, en disant que c'était quand même très rare, mais voilà, il reste quand même un petit peu d'angoisse. Et donc, au moment du passage du tribunal, la présidente de l'association nous rappelle en disant voilà, c'est bon, c'est officiellement votre fils. Donc maintenant, il reste les papiers à faire, voilà, pour qu'il ait son passeport pour pouvoir venir. Et donc après se pose la question du voyage. Donc nous, a priori, on voulait partir en Éthiopie pour le chercher. On avait tout prévu, on avait nos passeports, voilà, on était vraiment prêts, on souhaitait partir le chercher. Et puis en fait, ça n'a pas pu se faire parce que il y avait un voyage qui était prévu au mois de juin et qui était déjà complet. Enfin, il y avait déjà plusieurs parents qui partaient, donc on ne pouvait pas partir sur ce voyage-là. Et le voyage du mois d'août, pareil, il n'y avait pas de place. Et la présidente de l'association nous a dit voilà, il va bien, mais il a quand même vraiment besoin de rentrer en France le plus vite possible. Parce qu'après le voyage suivant, je crois que c'était en octobre. Ah Et oui, donc c'était ça loin. décale Bon, beaucoup, alors, ouais. déjà, sans parler du fait que moi, j'étais trop impatiente Mmh. de le Oui, rencontrer. bah oui, évidemment. Mais après, c'était important pour moi d'aller le chercher dans son pays aussi. Enfin, pour moi, c'était vraiment important ce voyage. Donc, j'ai été déçue de ne pas le faire. Mais voilà, la présidente de l'association nous a dit écoutez, après c'est le mois d'octobre, ça va faire quand même long encore pour ce petit garçon qui a quand même besoin d'être pris en charge parce qu'au niveau nutrition, etc., c'était un peu compliqué.
Donc voilà, elle a dit, «Nous, on peut vous le ramener, donc si vous voulez, on vous le ramène au voyage du mois d'août et vous venez le chercher à Roissy, voilà. Vous ne serez pas allés dans son pays, mais l'important, c'est quand même qu'il rentre, qu'il vienne». Et du coup, je lui avais dit: «Mais lui, est-ce que vous pensez que pour lui, ça a de l'importance qu'on aille le chercher dans son pays ou pas?» Et elle avait dit: «Non, clairement non. Là, il a besoin d'avoir des parents, il a besoin qu'on s'occupe de lui. La priorité, c'est qu'il vienne et que vous fassiez le trajet en avion ou pas, ça changera pas grand-chose pour Ouais. lui». Donc on a dit OK. Donc je me souviens être allée voir donc la personne de l'association qui devait aller le chercher, puisqu'il y avait donc une personne responsable en fait qui encadre les parents qui partent. Et donc c'était elle qui devait nous le ramener. Donc je suis allée chez elle, lui donner quelques vêtements, puisque forcément on les récupère tout nus. Ouais, bah oui. Donc il fallait confier à l'association quelques vêtements pour qu'ils puissent rentrer. Donc c'était encore un moment très très important finalement de venir lui confier cette petite valise en me disant bah voilà, quand je verrai mon fils, il aura le petit Ouais. pyjama que je lui ai choisi. Donc voilà. Alors pour choisir les vêtements, c'était compliqué aussi parce qu'on avait juste sa taille. Il était tout petit. Donc on avait acheté du 1 an et du 18 mois, voilà, en se disant bon, espérons que ça ira. Il flottait un peu dans ses vêtements de 18 mois, mais ça allait. Et voilà. OK, et donc du coup, il a fini par arriver le 10 août Et voilà, 2010 c'est ça. et du coup, on est allés tous le chercher, à l'aéroport et du coup, au final, l'avantage par rapport au fait d'aller, dans le pays, c'est que du coup, on était directement toute la famille, C'est ça. ensemble. Du coup, on aurait pu y aller que tous les 2 aussi le chercher, mais on s'est dit: «Bon bah voilà, allez, on y Ouais. va tous les 4». On C'est quand n'avait pas même une dormi de la histoire nuit. c'est ça, c'est quand même une histoire, de famille, tout ça. On s'est dit: «Ce sera chouette aussi que ses sœurs soient là». Pour lui aussi, on se disait: «Ce sera peut-être moins intimidant aussi d'être aussi au contact d'enfants, plutôt que d'être avec 2 adultes, tout de suite». Donc effectivement, on est parti la veille, on n'a pas dormi à Ouais. l'hôtel. Ah ouais, Je ouais, crois qu'on ouais. a fait une nuit blanche. Ouais, moi aussi, hein, je me rappelle. Clairement, Je pense qu'il y avait que c'était Charlotte qui avait dormi parce qu'elle oui, était petite, mais c'est ça. franchement, Oui, parce qu'elle avait, 5 ans et demi, en fait, mmh. elle avait pas encore 6 ans. Et ouais, moi, c'est une nuit, une très mauvaise nuit, en fait, où j'ai eu aussi, mais des douleurs partout, j'accouchais, quoi, je Ouais, pense. ouais, c'est ça, ouais, psychologiquement, C'était mmh. un peu ça. Et donc on avait rendez-vous, alors je sais plus, à 5h30 ou 6h du matin, c'était très, très tôt à l'aéroport. Donc on est arrivé à l'aéroport, voilà, il y avait une dame de l'association qui était là pour accueillir les parents qui revenaient et donc bah, on attend l'avion. Et voilà. Et quand on voit sur le panneau d'affichage, vol Addis Abeba, bah, on pleure. Ouais. Parce Ouais. qu'on se dit: «Ça y est». Mmh. Et là, on est à la fois, hyper excités. Enfin, moi, j'étais, tellement impatiente de le rencontrer et voilà, je vais pleurer, évidemment. Et en même temps, j'avais hyper peur parce que Ouais. je me suis dit: «Bah, voilà, c'est maintenant, en fait et notre Maintenant, il y a vie plus de est» retour en arrière. et voilà, on va pas le renvoyer Ouais. et notre vie va changer là, maintenant Mmh. et on espère que ça va bien se passer. Ouais, et du coup, alors moi, je me rappelle de l'hôtel, je me rappelle pas trop du trajet pour y aller et je me rappelle pas trop de l'attente, mais je me rappelle quand il est arrivé, Ouais. ça je m'en rappelle. Mmh. Et après je me rappelle du trajet dans le taxi, où on était en taxi, Non, c'était non, notre voiture. on était en voiture, Oui, où on lui chantait des chansons, pour le rassurer et tout, c'est ça. ouais. Et du coup, comment tu as ressenti, la rencontre, Alors, c'était un peu bizarre cette rencontre quand même, parce qu'on est quand même dans un hall d'aéroport, Mmh. c'est pas très chaleureux. Ouais. Voilà, bon, on voyait les premiers parents qui arrivaient avec leur enfant, puisqu'ils étaient allés le chercher. Donc, on voit les premiers parents qui descendent avec leur enfant dans les bras. Et puis, on voit donc cette personne qui a accompagné Victor pendant tout le voyage. Et donc, je la vois arriver avec Victor dans les bras. Évidemment, je le reconnais tout de suite. Mmh. Heu, alors au premier abord, j'ai trouvé très beau, bien Ouais. sûr, que c'était mon fils, mais j'ai été, un peu choquée quand même par, son aspect, Mmh. puisque Victor est arrivé avec de la teigne, donc il avait plein de trous dans les cheveux et il avait aussi, le visage, très marqué en fait. Il avait beaucoup
de marques de griffures. Je ne sais pas si tu te souviens, Oui, mais je m'en rappelle. Ouais, il avait plein de marques. plein Vu de qu'il a la petites peau noire, marques ça faisait des blanches. marques blanches sur Ouais. sa Et peau. donc, c'est vrai que le premier, je me suis dit, mais petit bonhomme, quoi. Mais vraiment. Et puis tout de suite, je l'ai pris dans les bras. Voilà, je voulais plus le lâcher. On avait amené la poussette, au cas où. Il n'a jamais été dans la poussette. Évidemment. Je l'ai eu dans les bras tout de suite et je ne l'ai plus lâché. Voilà. Après, ça va très très vite en fait à l'aéroport parce que c'est pas un endroit propice non plus à la rencontre. Donc voilà, moi je l'avais dans les bras, je ne m'occupais que de lui. Papa s'est occupé des papiers puisque du coup la responsable de l'association nous donne une grosse enveloppe avec tous les documents importants, son passeport, ses documents de santé, les derniers documents de santé qu'il avait, et puis toutes les démarches à effectuer, puisque voilà, c'est comme quand un enfant naît, on a plein de démarches à effectuer auprès de la CAF, etc., de la Sécu, voilà. Donc tout un papier avec les démarches, et puis un document aussi avec quelques mots en amharique pour essayer de communiquer avec ce petit garçon qui finalement avait presque 2 ans et parlait dans sa langue. Connaissait plein de mots en amharique et ne connaissait absolument pas le français. Donc, on avait cette feuille avec quelques je m'en rappelle mots. très bien, c'était une feuille verte. Qui était pour nous vraiment le sésame, là, quelque chose d'hyper précieux. Voilà. Et donc, on est reparti à la voiture. On l'a mis dans la voiture. Ce qui m'a aussi surprise, en fait, c'est qu'il n'a jamais pleuré. À aucun moment. Il regardait partout. Il avait l'air effrayé, par contre. Vraiment. Enfin, je me souviens de son regard effrayé. Voilà, on voyait qu'il était affolé par ce qui se passait, ce qui est un petit peu normal quand même, ça se comprend, parce qu'on se dit quand même qu'il a vécu des choses compliquées, ce petit garçon. Et voilà, donc on est reparti dans la voiture. Effectivement, on lui chantait des petites chansons. Et il regardait partout. Et puis après, on est arrivé à l'hôtel. On lui a donné une petite douche. On lui a proposé un biberon, mais il n'en a pas voulu. Et puis on a pris notre petit déjeuner parce que on avait faim. on avait faim, je sais pas trop. Oh, moi j'avais faim, moi. Toi, t'as tout le temps faim. Mais en tout cas, oui, on a pris un petit déjeuner à l'hôtel. Et puis voilà, on le regardait. Et on disait, waouh, il est là. On est parti, on était 4. On va rentrer à la maison, on est 5. Et c'est le début d'une nouvelle vie. Et du coup, on est reparti tout de suite et on a fait le trajet d'un trait. On voulait rentrer le plus vite possible à la maison pour se poser et être tranquille tous les 5. Ouais. Et justement, après, comment est-ce que ça s'est passé? Il y a plusieurs personnes qui demandaient comment est-ce qu'on fait pour accompagner son enfant qui a été adopté par rapport à son histoire, par rapport à... Comment est-ce que toi et papa, vous avez fait pour Victor? Alors, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Je pense qu'il faut faire comme on le sent, en fait. Après, ce qui est hyper important, c'est que l'enfant sache dès le départ qu'il a été adopté. Enfin, voilà, le pire, c'est les secrets. Et de toute façon, Victor, n'ayant pas la même couleur que nous, c'était pas possible. Il n'y avait pas de doute. Et puis voilà, Victor est arrivé, il avait presque 2 ans. Voilà, il sait bien qu'il a vécu des choses particulières. Après, voilà, je pense que les choses se font naturellement. On a raconté l'histoire de Victor, on lui a raconté plusieurs fois son histoire, à des âges différents parce qu'il était, de plus en plus capable d'entendre son histoire. Mais dès le début, voilà, on lui disait: tu étais dans le ventre d'une autre maman, tu as eu ton papa et ta maman» et puis voilà. Après il s'est passé des choses, qui ont fait que tu as été confié à l'orphelinat. On lui a jamais dit qu'il a été abandonné. Parce que pour nous, il a été confié en fait pour avoir une vie meilleure justement. Et voilà, donc on lui a toujours dit, je lui avais fait un petit livre avec son histoire. Voilà, parce que Victor avait quand même des gros troubles du sommeil. Et pour l'aider, on lui avait fait son petit livre avec son histoire. Voilà, mais je pense qu'il faut suivre son instinct et puis se faire aider aussi. Par des professionnels qui sont là. Nous, on est allés plusieurs fois voir la psychologue du service adoption, qui était vraiment super, qui nous a vraiment bien aidés, qui nous a donné plein de conseils, qui a vu Victor. Voilà, on l'a vu pendant peut-être 2 ans après son adoption, régulièrement, et je trouve que c'était vraiment indispensable pour nous aider, pour répondre à nos questions.
Ouais, et puis ensuite, par la suite, vous avez, envoyé aussi des nouvelles régulièrement? C'est une fois par an, c'est ça? C'est ça, en fait, le gouvernement éthiopien demande à ce qu'on envoie des nouvelles tous les ans, donc à la date anniversaire où l'enfant est arrivé, jusqu'aux 18 ans. OK. Voilà. Donc, on a une trame, hein, en fait, à remplir avec, le comportement général, la scolarité, le développement, voilà, taille, poids, Mmh. voilà. Donc on remplit, le petit document et il demande 4 photos, tous les ans. Voilà, donc on envoie ça au gouvernement éthiopien, enfin, on l'envoie à l'association Qu'il qui, elle, envoie se après, ouais. charge de le faire traduire et de l'envoyer. Et en fait, ils demandent ça parce que si un jour la famille biologique veut consulter ce dossier, elle est tout à fait en droit de le faire. D'accord. Donc voilà, c'est des dossiers qui sont archivés en Éthiopie et qui sont accessibles. Mmh, et d'ailleurs, si, lui veut, retrouver des membres de sa famille biologique, c'est possible aussi? Alors oui, c'est toujours possible, d'autant plus que maintenant on a aussi, des moyens avec, les réseaux Mmh. sociaux, voilà donc il c'est possible dans le sens où il a le nom de certaines personnes de sa famille, donc il pourrait. Après, il vient aussi d'un village, très, très reculé en fait, de l'Éthiopie, donc je suis pas sûre que les habitants de ce village soient connectés, Mmh. Sur Instagram, ouais. Ouais, voilà, c'est OK. pas du tout sûr, voilà. Mais il a toujours cette possibilité-là et puis de passer aussi par l'association, hein, de demander, s'ils ont d'autres informations, c'est toujours possible. Pour Mmh. l'instant, il a jamais demandé et il a pas demandé pour l'instant à retourner non plus en Éthiopie, Mmh. mais ça peut se faire. OK, et donc là, je pense qu'on a fait à peu près le tour, pour l'adoption. Déjà, on parle beaucoup. Mmh mh. Et du coup, dernier aspect, dont on va parler, c'est, du coup, de ton métier d'assistante familiale. Ouais, Donc du fait d'être famille d'accueil et donc d'accueillir encore des enfants différemment. et oui, parce que je n'en ai jamais assez. Voilà, visiblement. Du coup, déjà, toi, comment est-ce que tu as connu le métier d'assistante familiale? Alors déjà, je connaissais pas le terme assistante Ouais, bah, moi familiale, non hein, plus, parce avant que que tu c'est le vrai deviennes. qu'on connaît famille d'accueil, en Mmh. fait. Donc oui, je connaissais depuis toujours, hein, les familles d'accueil. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde Ouais. connaît, de plus ou moins près, enfin, on connaît. Après, je pense que au moment où je me suis vraiment intéressée à ce métier, c'est quand j'ai travaillé en IME, en fait, puisque j'ai enseigné pendant 2 années, en IME et Donc là IME, peut-être précise ce que c'est? oui, c'est institut médico-éducatif, donc c'est pour des enfants en situation de handicap et donc qui sont pris en charge voilà, à la journée avec des ateliers avec des éducateurs, avec du personnel soignant aussi. Et puis donc, ils ont des cours aussi. Donc, il y a des enseignants qui enseignent à l'IME. Donc, j'ai enseigné pendant 2 ans à l'IME. Et donc là, finalement, beaucoup de mes élèves étaient en famille d'accueil pour raisons différentes, hein. Des fois un placement judiciaire, des fois ils étaient en famille d'accueil parce que leur domicile était trop éloigné de l'IME et Mmh. donc ils étaient en semaine dans une famille d'accueil. Bon voilà, il y avait plusieurs raisons. En tout cas, il m'est arrivé de rencontrer des assistants familiaux du coup qui accueillaient certains de mes élèves. Et je me suis dit ouais, c'est quand même chouette ce travail parce que voilà, on s'occupe d'un enfant dans sa globalité. Voilà, on l'accueille, à la maison, bon, je trouvais que j'aimais bien cette idée et puis en parallèle, c'est vrai que mon métier d'enseignant, que pourtant j'ai adoré, hein, vraiment, c'est vraiment un métier que j'ai fait, par passion, mais je pense que j'étais arrivée au bout, j'étais très frustrée parce que, voilà, je trouvais que j'arrivais pas en fait à répondre aux besoins de mes élèves correctement. Parce que j'avais pas les moyens, parce que j'avais pas le temps, parce que, donc c'est pour ça que je suis allée en IME aussi, parce que ça me permettait d'avoir beaucoup moins d'élèves et donc de faire vraiment un travail personnalisé avec chacun. Mais, dans une classe, traditionnelle où on a pourtant beaucoup d'enfants qui sont aussi en situation, enfin qui ont aussi des besoins spécifiques, ben, on n'arrive plus à répondre. Enfin en tout cas moi j'y arrivais plus, à faire les choses de manière, suffisamment correcte à mon goût. Et donc du coup, je me suis dit: «Bah, famille d'accueil, c'est chouette parce que, ça laisse aussi du temps pour nous», enfin dans le sens où on travaille à notre domicile et c'est vrai que moi j'étais très frustrée aussi de ne pas passer suffisamment de temps avec mes enfants
Et puis, voilà, il y avait le fait d'accueillir, d'autres enfants, sachant que les miens grandissaient aussi là et s'en allaient et je trouvais que la maison était vide. Donc, je me suis dit, «Pourquoi pas?» Mmh. Et du coup, comment est-ce que tu as pris cette décision? Eh bien, j'en ai parlé, à mon petit mari, hein, qui, est habitué à à mes idées, loufoques Ouais. et qui généralement dit: «Bah, OK, allons-y». Il y a jamais trop besoin de le convaincre. Non, non, j'ai de la chance quand même à ce niveau-là, hein, parce qu'à chaque fois que j'ai eu envie de faire des choses dans ma vie, il m'a toujours soutenue et ça, c'est quand même chouette. Parce que voilà, on savait que ça allait être peut-être une perte de salaire, bon, on savait pas trop et puis accueillir un enfant à la maison, du coup, ça impacte toute la famille. Mmh. Donc c'est quand même un métier qui est particulier à ce niveau-là. Mais voilà, on en a parlé tous les 2. J'en ai parlé avec mes enfants aussi, bien sûr et puis, on bon, je pense qu'ils voyaient aussi que j'en pouvais plus, en fait, de mon métier, que j'étais prise, tout le temps, y compris les week-ends. Je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps et je crois que j'étais arrivée au bout, en fait, donc il me fallait autre chose, donc on a dit OK, donc on a fait à nouveau une demande d'agrément, donc différente, hein, de Ouais. l'agrément d'adoption. C'est encore différent, mais voilà, on s'est lancé dans ce parcours-là. OK, et donc justement, comment est-ce qu'on devient, assistante familiale? Donc pour devenir assistante familiale, il faut aussi envoyer une lettre au conseil départemental, puisque c'est aussi la PMI, OK. protection maternelle et infantile, qui gère ça. Donc pareil, comme pour l'adoption, on envoie un courrier en disant voilà, j'envisage de devenir assistante familiale. On reçoit un courrier nous invitant à des réunions. Donc là, il y a 2 réunions d'information qui s'appellent les RIPA, ce sont les réunions d'information préalables à l'agrément. Donc où on doit se rendre, ce qui n'était pas facile parce que c'est sur du temps scolaire et Ah moi, oui. bah, avec mon métier, c'était un peu C'est bête. compliqué. Donc heureusement, j'avais des chouettes collègues qui ont pris mes élèves en charge sur les temps des 2 réunions. Voilà, si on peut y aller en couple, c'est mieux. Mais bon, là, c'était pas possible, donc j'y suis allée toute seule. Donc un peu comme pour l'agrément, d'adoption, hein, c'est des réunions où ils nous découragent un peu, hein, en nous disant que voilà, en nous donnant un petit peu tous les mauvais côtés aussi du métier, toutes les difficultés, toutes les choses auxquelles on va se retrouver confronté. Et voilà, suite à ces réunions, même chose, on a un dossier CERFA à compléter et à renvoyer pour débuter la démarche, d'agrément. OK. Donc ça fonctionne un peu pareil, on rencontre des psychologues, des assistants familiaux. La différence par rapport à l'adoption, c'est que ça dure moins longtemps puisque normalement c'est 6 mois maximum. Au bout de 6 mois, on doit avoir une réponse. Si on n'a pas eu de réponse, on considère qu'on a l'agrément Mmh. et sachant que les rencontres sont quand même, plus enfin, sur le plan professionnel, en fait. Oui, bah, oui. Contrairement à l'adoption où on a beaucoup de questions au niveau du couple, pourquoi vous le faites pas vous-même, ce Mmh. 3e enfant? Enfin voilà, beaucoup, beaucoup de questions à ce niveau-là. Là, c'est pas du tout pareil. Il y a quand même une rencontre avec le conjoint et avec les enfants puisqu'ils vivent au domicile, mais la plupart des rencontres se font avec la personne qui demande l'agrément et donc on reste vraiment sur du professionnel, en fait. Mmh. Beh, qu'est-ce que vous feriez si l'enfant faisait ça? Voilà. Ouais. OK. Et du coup, il y avait quelqu'un, donc moi je sais la réponse, mais qui demandait si on peut exercer une autre activité professionnelle, à côté de ça? Alors normalement, non, mais ça dépend. Voilà, Mmh. je peux pas dire non jamais parce que, j'ai des collègues, qui sont assistantes familiales et qui ont une activité, à côté. Et ça peut être quoi, par exemple, comme activité? Alors ça peut être, une micro-entreprise, Ouais. qu'on a, voilà, on peut donner, je sais pas, des cours, de sport, Oui, des mais par enfin exemple, être enseignante, tu pouvais pas, garder non, les 2 quoi, c'était pas possible? c'est ça. OK. Et une autre question qui a été posée aussi, c'est quand on fait famille d'accueil, est-ce qu'on peut choisir l'enfant, qu'on accueille? Alors théoriquement, à partir du moment où on a notre agrément, on doit pouvoir accepter un enfant entre 0 et 18 ans. Donc OK. la fourchette est large. Oui, en Ce effet. n'est pas du tout la même chose. Après, une fois qu'on a l'agrément, on doit contacter des employeurs. Et en fait, c'est avec les employeurs qu'on va définir un peu plus son projet. Alors théoriquement, on ne doit pas refuser un enfant qu'on nous propose. Maintenant, humainement, il est clair que si dans sa tête,
par exemple, on veut surtout pas accueillir un bébé parce que ça correspond pas du tout à son projet et que vraiment son projet c'est d'accueillir un ado, par exemple, si on nous confie un bébé, bah, ça risque de pas marcher. Ou inversement, si on souhaite vraiment un petit enfant et qu'on nous confie un ado de 15 ans, ça peut très bien partir en clash, Mmh. quoi. Donc c'est pas dans l'intérêt ni de l'enfant, ni du professionnel, ni des éducateurs qui accompagnent l'enfant. Donc dans la plupart des cas, quand même, les employeurs, ils sont à l'écoute de ce qu'on souhaite. Même si on sait bien qu'il y a des besoins, que voilà, on est censé répondre aux besoins de notre employeur. Mais en tout cas, moi, dans mon cas, l'employeur a écouté mes Mmh. souhaits Et et a du coup, ju répondu à mes souhaits. et du coup, justement, comment est-ce qu'on choisit cet employeur? Alors du coup, quand on a notre agrément, on nous donne un document avec les différents employeurs possibles dans notre département. Donc il y a 3 secteurs où on peut travailler en tant qu'assistant familial. Donc soit le secteur de la protection de l'enfance qui est du coup le plus connu, puisque ce sont tous les enfants qui sont placés sur une mesure judiciaire. Soit le secteur médico-social, donc là, c'est tout ce qui est autour du handicap. Donc des enfants, par exemple, qui sont en IME, qui sont trop loin de leur Mmh. domicile et qui vont passer la semaine chez une assistante familiale qui est près de leur IME, par exemple. Soit le secteur thérapeutique, où là, ce sont des enfants, en fait, qui sont... Alors là, ils ne sont pas placés, ils sont accueillis chez une assistante familiale pendant la semaine. Et c'est un médecin, en fait, qui prescrit cet accueil pour travailler un peu les liens avec la famille biologique et travailler la séparation, etc. Donc il y a ces 3 types d'accueil qui sont tous les 3 très différents en fait. Mmh. Et toi, justement, quel choix tu as fait, à ce moment-là? Alors donc moi au départ, quand j'ai eu mon agrément, j'ai choisi le thérapeutique pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce sont des enfants qui viennent à la semaine et qui ne sont pas là le week-end. C'est-à-dire qu'ils arrivent le lundi matin, ils repartent le vendredi soir. Ils sont là une partie des vacances, mais pas tout le temps. Et, et voilà, je trouvais que c'était un bon compromis pour débuter. Je me disais, voilà, si c'est compliqué au sein de ma famille d'accueillir un enfant, on sait qu'on aura nos week-ends voilà, sans l'enfant, qu'on pourra se retrouver en famille. Enfin, j'avais l'impression que la famille serait moins impactée. Donc, j'ai décidé de choisir cet employeur-là pour débuter. Donc les enfants qui sont en thérapeutique, souvent sont donc des enfants qui sont suivis par l'hôpital de pédopsychiatrie de Bougnay. Ce sont des enfants qui ont des troubles du comportement généralement. Après, ceux qui viennent en famille d'accueil, c'est toujours parce que ce sont des troubles qui sont maîtrisés en fait. Mmh. Voilà, sinon ce sont des enfants qui sont hospitalisés. Chez nous, voilà, c'est des enfants qui généralement, oui, ont des troubles dans leur famille, mais comme chez nous le contexte est différent, heu, souvent ça se passe quand même pas trop mal. Donc là, l'enfant est suivi par un médecin, il est suivi par une infirmière qui vient à notre domicile toutes les semaines pour voir l'enfant, et puis qui va aussi au domicile des parents de l'enfant toutes les semaines pour OK. échanger avec eux, discuter du comportement de l'enfant, comment ça va, est-ce que ça progresse, enfin voilà, pour travailler autour de ça. Là, c'est vraiment dans l'idée de permettre à l'enfant de découvrir autre chose ailleurs que dans sa famille à lui, et puis, de soulager aussi des fois les parents, parce que des fois, ce sont des enfants qui sont très difficiles à Mmh. leur domicile et ça permet aux parents de souffler aussi pendant la semaine et donc d'être plus disponibles pour leur enfant le week-end. Et puis, de travailler aussi le lien, la séparation, avec leurs parents, voilà, il y a tout ce travail-là. Mmh. Sachant que chaque enfant est différent et donc chaque projet, est différent. Ouais. Mais en tout cas, les parents sont toujours d'accord pour cet accueil. C'est OK. toujours avec leur accord. Et donc, toi, tu as commencé par ça et Voilà, ensuite tu as ajouté du coup, parce qu'on peut avoir plusieurs employeurs c'est et ça. tu as ajouté un autre employeur dans la protection de l'enfance? C'est ça, Mmh. puisque du coup, j'avais un agrément pour un enfant. J'ai donc refait des entretiens pour avoir l'autorisation d'accueillir 2 enfants, donc d'avoir un agrément pour 2 enfants, et du coup, je me suis dit: «Bah, voilà, tant qu'à faire, je vais prendre un autre employeur». Parce que, malgré tout, moi, j'avais toujours en tête, l'accueil d'un enfant de la protection, en fait, depuis le départ. Donc je suis passée par le thérapeutique, parce que je trouvais que c'était intéressant et puis que c'était, un bon moyen aussi de commencer, en impactant un petit peu moins la famille, mais j'avais toujours quand même en tête la protection, donc j'ai vraiment eu envie d'accueillir un enfant, placé, du Mmh. coup.
OK, et ça, du coup, comment ça s'est passé, pour toi? Quand est-ce que tu as pu accueillir un enfant? Donc du coup, dès que j'ai eu ma deuxième place sur mon agrément, donc ça a pris encore un petit peu de temps, mais voilà, dès que j'ai eu ma deuxième place, j'ai contacté, l'employeur que je souhaitais, voilà, chez qui je souhaitais travailler. Donc j'ai eu à nouveau des entretiens et là, j'ai pu expliquer mon projet, du coup. Donc moi, mon projet, c'était vraiment d'accueillir un tout petit bébé. C'était mon souhait. Donc ils ont entendu, j'ai vu la psychologue aussi, j'ai expliqué et donc ensuite j'ai été en attente, pour un accueil. OK, et donc ensuite tu as pu accueillir du coup un bébé Voilà. et donc du coup ça, j'en ai déjà parlé un peu sur mon compte Instagram, mais c'est une petite fille, qu'on a du coup depuis, Bah, depuis qu'elle a 18 début jours, voilà, depuis c'est voilà, début 2020, c'est donc ça. on l'a eu, très, très bébé. Oui. Maintenant elle a déjà 2 ans. Et oui, Donc au final c'est un peu, particulier parce que pour toi tu l'élèves, comme si c'était ta fille. Au c'est final, ça. donc c'est ça qui est un peu, particulier, dans quand on accueille un bébé, en C'est fait. ça. C'est vraiment et puis c'est vraiment la différence aussi entre les 2 employeurs parce que du coup avec le thérapeutique, je trouve qu'on a vraiment une place de professionnel. À aucun moment, enfin les enfants que j'ai accueillis, je n'ai jamais eu l'impression d'être leur maman, Mmh. ni même d'avoir un rôle de maman. J'ai toujours eu l'impression d'avoir un rôle d'adulte qui les accompagnait au quotidien. Bien sûr, je suis là pour les consoler s'ils ont besoin ou voilà, mais comme un professionnel, heu, voilà, qui accompagnerait un enfant. Parce que ce sont des enfants qui rentrent chez eux tous les week-ends, leur Mmh. maison, c'est la maison de leur papa et leur maman, enfin, voilà, les choses sont vraiment claires. C'est sûr que quand on accompagne un bébé, qu'on a quasiment dès la naissance et qui est tout le temps, chez nous, forcément le rôle est différent parce que cet enfant, il a aussi besoin d'avoir une image de maman, en tout cas Mmh. une image, maternelle. Donc là, du coup, mon travail, je suis plus un substitut de maman, en Oui, c'est fait. ça, ouais. Voilà. Même si cette petite fille ne m'appelle pas maman, elle voit sa maman, elle la connaît, elle la nomme maman, elle voit son papa, elle le Mmh. nomme papa. Je pense que les choses sont enfin claires. Elle a que 2 ans, donc c'est encore compliqué, mais voilà, dans sa tête, elle sait qu'elle a un papa, une maman, mais qu'elle habite, chez nous. Mmh. Et ça, c'est une question du coup aussi qui est revenue, c'est, comment est-ce qu'on fait, au niveau de l'attachement à ses enfants en se disant: «Mais du coup, je l'aime, je lui donne de l'amour comme si c'était mon enfant et au final, ça se trouve, je le garderai pas toute sa vie». Donc c'est Mmh. ça qui est un peu difficile. Comment tu le vis toi? Bah, je me dis, «On verra». Ouais. C'est sûr que c'est très compliqué parce qu'on peut pas ne pas s'attacher et Mmh. puis en même temps, l'enfant, il a besoin qu'on l'aime, qu'on lui donne, de l'affection, il a besoin de se sentir aimé de toute façon donc on peut pas s'occuper de lui, sans lui donner d'amour, c'est pas possible donc forcément on s'attache. Lui, il est enfin cette petite fille, elle est forcément attachée à nous, Mmh. nous on est très, très attachés à elle. Évidemment, si elle repart un jour dans sa famille, ce sera forcément difficile. Maintenant, on se dit: «Voilà, c'est mon métier, je le sais. Je sais que ça peut arriver. Je sais que peut-être un jour elle repartira, mais je sais aussi que ce sera préparé, que ça va pas se faire du jour au lendemain, que, il y a des psychologues, qui sont là pour nous accompagner, pour l'aider elle, pour nous aider nous». Donc voilà, je sais que c'est difficile, hein, parce que j'ai des collègues qui l'ont vécu et c'est difficile, forcément. Mais là, du coup, on le sait. À partir du moment où l'enfant arrive, on sait que peut-être un jour il repartira. Mmh. Donc ça fait partie du jeu. Mais on est OK. très soutenus. Enfin Oui. voilà, il y a vraiment, on a des groupes de parole où on peut en discuter, on a une psychologue à l'association qui est vraiment, super, avec qui on peut parler et qui est là pour aider justement dans les moments dans les départs, Mmh. quand, il y a des départs. OK. OK, bon, bah, on arrive un peu, sur la fin de de l'entretien. Du coup, sur, ces 3 types de maternité au final, Mmh. que tu as vécu et du coup, toi, sur tout ton parcours de maternité, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais si tu pouvais revenir en arrière, que tu ferais différemment ou que tu ferais pas ou que tu ferais Ce que je changerais, alors ça c'est sûr, j'allaiterais mes enfants. mmh, Ça c'est un gros regret en fait.
Je ne l'ai pas fait parce que à ce moment-là, on me disait: «Non, le fais pas» et j'étais un peu sous influence Mmh. et je ne l'ai pas fait et ça vraiment je le regrette. Je pense que c'est une relation que j'aurais vraiment aimé avoir avec mes enfants, voilà. Après je pense que c'est la seule chose que je regrette parce que, enfin j'ai eu beaucoup de chance finalement, dans mes expériences, maternelles, j'ai eu mes 2 petites filles, qui sont quand même chouettes, hein, je me plains pas. Ça va. Ça va, j'ai eu mon fils, dont je suis très fière aussi et voilà, je suis hyper heureuse d'avoir réussi aussi, ce parcours de l'adoption qui n'est pas forcément facile et et voilà, je suis très heureuse d'accueillir des enfants aussi à la maison aujourd'hui, parce que c'est un autre, alors c'est pas forcément une autre forme de maternité, alors plus avec la petite, oui, parce que j'ai Mmh. plus un rôle de maman, mais en tout cas, ça permet d'avoir toujours, des petits à la maison et de la vie à la maison et et voilà. Mmh. Et justement, comment est-ce que tu expliques, ce désir d'aider les autres, d'accueillir des enfants? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est important pour toi? Bah, je pense que c'est un côté un peu égoïste aussi, hein, je pense que moi, j'ai beaucoup de mal aussi à voir mes enfants partir de la maison parce que justement, ce rôle de maman, a toujours été important pour moi, même si mon travail a été très important et que enfin voilà, mes enfants sont toujours passés quand même avant mon travail. Ça a toujours été plus important pour moi. Donc ce rôle de maman est hyper important et là, je vois mes enfants grandir et partir. C'est insupportable. Et puis voilà, je me dis: «Mais non, je suis vieille en fait, ça va pas». Mais non, tu Donc pas vieille. le fait d'accueillir d'autres enfants, bah, ça oblige à rester, jeune. Ouais. Parce que quand on court derrière une Oui, il petite faut fille beaucoup de courir 2 ans derrière d'ailleurs. Ouais. et bah, forcément ça oblige à rester, en forme. Donc on a l'impression de pas être vieux. Mmh, je vois. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a envie, d'adopter? Et ben d'aller au bout, de pas se décourager surtout Mmh. parce que je pense qu'il y a beaucoup de moments, où on peut se décourager et voilà et si vraiment on a envie d'y arriver, bah, je pense qu'il faut pas se décourager, il faut se donner les moyens d'y arriver, il faut trouver des personnes qui vont pouvoir nous aider. Parce que ça, pour le coup, c'est vrai qu'à mon époque, heu, sur les forums, il y avait quand même énormément de soutien, en fait, entre, futures mamans, adoptantes et c'était hyper important de pouvoir se soutenir, donc voilà, je pense qu'il faut pas baisser les bras même si c'est compliqué, parce qu'on trouve toujours une solution, en fait. Mmh. Et pour, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut, faire son métier d'assistant ou d'assistante familiale et devenir famille d'accueil? Et bah, d'y aller parce qu'il y a beaucoup de besoins. Mmh. Ouais. Vraiment, c'est un métier alors c'est vrai que c'est un métier qui est hyper particulier parce qu'on le fait chez nous. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'on est chez nous, on est libre, voilà. L'inconvénient, c'est qu'on se sent quand même un peu seul, hein, parfois, donc heureusement qu'il y a quand même des réunions et des où on est un peu stimulé aussi intellectuellement, hein, parce que c'est Ouais. important. Hem mais voilà, c'est un métier qui est très particulier, mais qui est très riche aussi parce qu'on fait beaucoup de rencontres, aussi entre assistantes familiales, hein. Moi, j'ai rencontré des personnes, vraiment exceptionnelles et que j'aurais jamais rencontrées autrement et je suis trop heureuse de les Mmh. avoir rencontrées. Comme Anne, par exemple, Comme qui Anne, était par passée sur le exemple, je lui fais podcast. un gros bisou et hem et voilà, donc oui, je dirais de toute façon, il faut essayer. Parce que c'est vraiment un métier enfin, je pense que c'est le cas de la plupart des métiers, mais on ne se rend pas compte tant qu'on ne l'a pas fait. Je pense qu'on a beaucoup d'images de ce métier et on ne se rend pas vraiment compte finalement de ce que c'est que Mmh. d'accueillir un enfant, chez nous et il faut se lancer. Enfin voilà, bon, l'agrément, on peut le passer, hein, c'est pas très compliqué. On peut le passer, en ayant un autre travail en même temps, Moi, j'ai eu aucune coupure, en fait, dans mes activités, professionnelles puisque j'ai enseigné, jusqu'au moment où j'ai accueilli, Ouais. j'ai fait mon agrément pendant que j'étais toujours enseignante donc j'ai jamais arrêté, j'ai pas eu de trou, Ouais. donc voilà. Donc faut pas hésiter à passer l'agrément si on a envie d'essayer. Après l'agrément, bah, on l'utilise ou pas. Mmh. On peut déjà le passer, ça coûte rien et puis, c'est riche aussi, on apprend plein de choses et voilà et puis après, bah, on peut se lancer et puis si vraiment ça correspond pas et ben,
on arrête. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'à partir du moment où on s'est engagé avec un enfant aussi, c'est toujours compliqué Oui, c'est sûr. d'arrêter. Mais si vraiment ça correspond pas ou si vraiment la famille souffre de ce métier, bah voilà, on peut toujours arrêter. Mais c'est un métier particulier, Ouais. c'est sûr. Et aussi, on peut préciser que, il me semble que c'est à partir de 25 ans qu'on peut devenir assistante Je familiale, crois que c'est quelque ça. chose comme Oui, ça. oui, oui. Et que par contre, il faut bien avoir une chambre pour chaque enfant. C'est ça. Ouais, Ça, c'est quand même la obligatoire. condition. Et que même si on a des enfants à nous, il faut aussi une chambre pour nos enfants à nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je vais mettre mes 2 enfants à moi dans une chambre pour libérer une autre chambre. Ils ne sont pas d'accord en général à l'agrément. Il faut vraiment qu'il y ait une chambre par enfant accueilli, mais aussi pour les enfants qui sont présents. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des fois des familles qui ont hyper envie de faire ce boulot-là, mais qui n'ont pas de maison suffisamment grande. Ouais. Donc c'est un petit peu dommage des fois. Après, je comprends, c'est important aussi que l'enfant accueilli ait son espace à lui. Mais voilà, et c'est vrai que c'est quand même déconseillé quand on a des enfants à nous petits. Et c'est vrai que bien souvent, les assistantes familiales sont des personnes un peu plus âgées qui ont déjà souvent une autre expérience professionnelle avant et qui font ça après une reconversion quand elles ont des enfants grands, en fait. Moi, la plupart de mes collègues n'ont plus d'enfants à elles à leur domicile. Ouais, mais on peut aussi le faire sans jamais avoir eu d'enfant. C'est pas un problème. Ouais. Bien sûr. Ah oui, bien sûr, ça n'a aucune importance. Ouais. Ok. Et toi, du coup, c'est quoi tes projets à venir maintenant? Eh bien, mes projets à venir, c'est de continuer ce que je fais pour l'instant. Voilà, de continuer à accueillir des enfants, de continuer à accueillir cette petite fille, voilà, je ne sais pas combien de temps, et puis d'en accueillir d'autres si elle part, et puis voilà. Ok, ça marche. Et du coup, la dernière question. Et toi, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel? Quelle est la notion d'espoir que tu veux transmettre aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent? Alors, je m'étais dit avant de venir, il faut que je réfléchisse, et je ne l'ai pas fait. C'est toujours la question qui panique tout le monde. À chaque fois, je coupe au montage, les gens sont là, mais non, mais je sais pas quoi dire, c'est une disserte, c'est quoi? Non, mais en fait, moi, ce que je dirais, c'est vraiment d'aller au bout de ses rêves, en fait. Moi, c'est vrai que je me suis toujours dit, mais pour tout ce que j'ai fait dans ma vie, je me suis toujours dit, je veux pas me retrouver à la fin de ma vie et de me dire, mince, j'aurais voulu faire ça et je l'ai pas fait. Donc, à chaque fois, en fait, que j'ai eu envie de faire quelque chose, je suis allée au bout. Alors, j'ai eu de la chance, ça c'est sûr, parce que voilà, le parcours d'adoption, on sait que c'est difficile et on sait que des fois, même des personnes qui se donnent tous les moyens possibles ne vont pas y arriver parce que ça fonctionne pas. Voilà, j'ai eu la chance aussi d'avoir un mari qui a toujours suivi mes délires, qui a toujours été OK pour me suivre et pour m'encourager. Parce que finalement, tout ça, lui, il fallait qu'il soit partant aussi. Hein. L'adoption, forcément, c'est lui le papa. Donc, il était aussi à fond dedans que moi. Le fait de devenir assistante familiale, il est aussi très investi par l'accueil des enfants. Donc j'ai eu aussi cette chance-là. Mais voilà, c'est ça en fait que je dirais. C'est quand on a des rêves, il faut essayer d'aller au bout. Pour pas être... Faut pas être déçu. Ouais, c'est ça, pour pas regretter. Moi, je me dis, dans la vie, faut pas avoir des regrets. Faut pas se dire, mince, j'aurais dû, parce que c'est trop tard. La vie, c'est court, et je pense qu'il faut faire au maximum ce qu'on a envie de faire pour pas regretter plus tard. Eh ben, merci beaucoup pour cette très bonne conclusion. Merci beaucoup du coup d'avoir accepté de venir sur le podcast. Écoute, j'attendais ça depuis un moment quand même. De toute façon, moi, dès que j'ai lancé le podcast, je me suis dit, il faudra que j'interviewe maman quand même, parce qu'elle aura des choses à raconter. Mais voilà, du coup, c'était super. J'espère que ça a été pour toi aussi.
Bah oui, c'était un plaisir. Bon et bah, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup et je pense que ça va intéresser pas mal de personnes parce que quand j'ai parlé du sujet, j'avais déjà d'autres personnes qui m'avaient dit: «Oh, ce serait intéressant de parler d'adoption et tout», d'autres qui m'avaient dit de parler de famille d'accueil et bah, hop là, tout Allez est hop, fait. 2 en 1. Voilà, tout est fait là-dedans donc je pense que ça va beaucoup, aider de personnes, qui veulent se renseigner et connaître, un peu, un témoignage donc merci beaucoup, d'avoir accepté. Mais je t'en prie et puis s'il y a des questions, eh ben, je répondrai, Voilà, vous pouvez passer par moi, il du y a coup, pas c'est de facile, souci. que je vous mette en relation avec maman. Voilà, bah, merci encore. Merci Capucine, À bientôt. à bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Interviewer ma propre mère sur ces sujets de maternité était évidemment assez particulier pour moi puisque pour la première fois depuis le début du podcast, je connaissais déjà presque toutes les réponses aux questions posées. Pour autant, j'ai beaucoup apprécié cette conversation qu'il me tardait de vous partager étant donné le nombre de questions que vous m'aviez déjà posées au sujet de l'adoption et de l'accueil d'enfants. Comme l'a très bien dit ma maman, il faut toujours essayer d'aller au bout de ses rêves pour ne pas avoir de regrets. Et c'est évidemment ce que je vous invite à faire, quel qu'en soit le domaine. Je vous remercie d'avoir écouté ce dernier épisode de la saison 3. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une petite note, voire un petit commentaire et à en parler autour de vous, comme d'habitude. Merci pour votre écoute et pour votre soutien. On se retrouve bientôt pour une 4e saison. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse. Wake up when the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where